Bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle, je suis Mélanie Wanga, je suis la directrice des rédactions de mademoiselle.com, qui est un média en ligne féministe qui traite de société. Et vous regardez ce soir le deuxième live de notre série sur l'élection présidentielle de 2022, une élection qu'on traite avec un point de vue féministe. Alors pour rappel, on va couvrir cette élection dans une série de live Twitch qui vont poser aux candidates les questions que le lectorat de Mademoiselle se pose. Alors nous, on a fait un choix clair qui est celui d'inviter les femmes de l'élection présidentielle, les candidates. Du coup, les hommes ne sont pas invités, mais pour eux, on invitera les femmes de leur parti à venir nous parler un petit peu de toute cette élection. Et avec tout ce beau monde, on discutera des programmes, des mesures autour des droits des femmes, des personnes LGBTQ, des minorités en général, autour du travail, de l'économie, de l'écologie, de la jeunesse, etc. Ce soir, on reçoit la candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo. Bonsoir. Bonsoir à vous. Qui est étiquetée Parti socialiste. Et ce live, c'est aussi une soirée en partenariat avec le média d'enquête et de culture urbaine Street Press, qui sera représenté par son rédacteur en chef Mathieu Mollard, qui est actuellement en coulisses. Bonsoir Mathieu. Et avec moi, à mes côtés ce soir, Maëlle Lecor, notre journaliste société. Bonsoir. Qui va interviewer la candidate avec moi. Le chat, on le voit, vous êtes là, hein, je vous ai vu un petit peu déjà. Hein. Vous êtes ce soir pris en main par notre rédactrice en chef, Mimi Hegel, à la régie. Bonsoir. Bonsoir Madame Hidalgo, bonsoir Mélanie et Maëlle. Et bonsoir le chat, vous pouvez poser vos questions à Anne Hidalgo et je les transmettrai dès que possible. Alors Anne Hidalgo, ce soir, vous êtes avec nous durant 1 heure pour répondre à nos questions et à celles du chat. Et puis après, on passera au débrief, à une phase de débrief où vous ne serez pas avec nous. Mais du coup, on reviendra sur tout ce qui s'est dit. Voilà. Vous me manquerez. Voilà, c'est ça. En attendant, vous sur le chat, vous pouvez participer tout au long de l'émission. Vous pouvez envoyer des messages, des emotes. Vous pouvez suivre la chaîne. Vous pouvez vous abonner. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Alors, c'est parti. Je vais laisser la parole à Maëlle pour nous parler un petit peu de la candidate Anne Hidalgo. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Je vais dire quelques mots un petit peu pour vous présenter, pour raconter un petit peu votre parcours politique pour les personnes qui ne vous connaissent pas trop. Anne Hidalgo, vous avez 62 ans. Vous êtes la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection présidentielle, mais voilà, vous êtes quand même déjà rodée pas mal à l'exercice. Hein. Vous occupez déjà des fonctions d'élu, donc vous êtes l'actuelle maire de Paris depuis 2014. Avant de faire de la politique, vous avez été inspectrice du travail. Vous avez adhéré au PS en 1994, vous avez travaillé pour plusieurs ministères et vous êtes arrivée au Conseil de Paris en 2001. C'est là que vous êtes devenue aussi première adjointe du maire de Paris à l'époque, donc Bertrand Delanoë. Vous lui avez succédé en 2014, c'est là que vous êtes devenue maire pour la première fois. Vous avez été réélue en 2020. Donc les Parisiens et les Parisiennes vous connaissent pas mal, mais le reste de la France vous a un petit peu découvert ces derniers mois. Donc vous êtes lancée dans la candidature à la présidentielle en septembre dernier. Vous aviez dit d'abord que vous iriez pas, et puis finalement vous aviez dit ok d'accord j'y vais, très bien, voilà, vous êtes lancé. Moins légèrement que ça, mais quand même j'ai dit que j'irais. Voilà, vous aviez commencé au début, vous n'étiez pas trop pour, vous vouliez plutôt agir au local, vous étiez plutôt dans l'idée d'agir au niveau de la ville, voilà. Puis vous avez changé d'avis. Voilà, vous êtes lancé, vous avez vos parrainages, vous les avez tous, contrairement à d'autres candidats, voilà, pour qui c'est un petit peu plus difficile. Vous, c'est bon, c'est calé. Le reste de la campagne est quand même un petit peu plus mouvementé. Il y a eu cette primaire populaire qui a été un petit peu compliquée. Il y a des personnalités au PS, qui partent soutenir Emmanuel Macron. Il y a des sondages qui vous laissent un peu à la traîne dans les intentions de vote. La mayonnaise ne prend pas toujours, c'est pas évident. Votre campagne, elle donne un peu l'impression aussi que le Parti socialiste n'arrive plus trop à mobiliser au-delà de ses adhérents. Autour de quelles mesures de gauche, aujourd'hui, vous, en tant que candidate, vous voulez fédérer, vous voulez rassembler autour de vous? Quelle est la mesure phare? D'abord, sur le parcours, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, hein, donc je suis d'accord avec cette histoire-là. Vous dire que si je n'étais pas candidate quand j'étais candidate à la mairie de Paris, c'est parce que, en effet, pour moi, c'était clairement cet engagement-là. Pourquoi j'ai changé d'avis? Je pense que c'est important de le dire aussi. Parce qu'à un moment donné, quand même, les circonstances, c'est-à-dire la difficulté dans le pays, le fait que les jeux semblaient être faits pour une réélection d'Emmanuel Macron, 50 plus quand même, hein, d'un néolibéralisme qui a quand même mis le pays par terre du point de vue des inégalités, du manque de dialogue. Et je me suis dit que la famille politique qui est la mienne, je suis de cette gauche
qui est républicaine, qui est une gauche de gouvernement, qui est une gauche aussi qui a intégré complètement les questions de l'écologie, comme je le fais à Paris, devait être présente dans ce débat présidentiel et pour la France. Donc, ces circonstances-là m'ont amenée à changer d'avis. Quelles sont les mesures ? Moi, je suis une femme de gauche. Ce que vous n'avez pas dit dans mon parcours, je suis née en Espagne. J'ai été naturalisée à l'âge de 14 ans en France. Je suis d'une famille d'ouvriers. J'ai eu la chance de venir dans ce pays qui m'a finalement accueillie, tout donné. Et notamment qui m'a permis, grâce à l'école laïque, gratuite, républicaine, d'être là où je suis. Ce que je n'aurais pas pu faire si mes parents étaient restés à l'époque dans l'Espagne franquiste dans laquelle je suis née. Donc pour moi, lutter contre les injustices, c'est la cause numéro 1 de mon engagement, et contre les injustices sociales. Lutter contre le déterminisme social. Du coup, c'est l'éducation, donc, votre première l'éducation, c'est lutter contre les inégalités. Ça commence à l'école, ça commence par l'éducation. Et ces inégalités sociales, elles existent aussi dans la vie professionnelle. Donc pour moi, c'est l'école et rétablir la promesse républicaine d'égalité par l'école, faire en sorte que tous les enfants qui viennent en France, comme je l'ai fait quand j'avais 2 ans, puissent avoir les mêmes opportunités de grandir, de s'émanciper, et notamment, évidemment, les filles. Et deuxièmement, parce que ces inégalités, elles sont terribles dans la vie économique, dans notre vie de tous les jours, eh bien qu'il y ait des mesures sur le travail qui permettent de vivre mieux, de vivre de son travail, qu'on augmente les salaires. Donc, mon sujet, c'est la lutte contre les inégalités sociales, et de partir de la transition écologique que l'on doit faire, prendre appui là-dessus parce que c'est un impératif absolu. 2030, c'est le moment de l'irréversibilité, s'appuyer là-dessus pour changer profondément nos modes de vie et notre économie, et lutter contre ces inégalités. Ok, super. Alors, vous êtes chez mademoiselle.com, on va parler de féminisme pour notre première question. Donc, Anne Hidalgo, donc vous êtes une femme candidate à l'élection présidentielle. Cette année, en 2022, il y a beaucoup de femmes, enfin, en tout cas, plus que d'habitude, il y en a 6. Mais c'est pas parce qu'on est une femme, parce qu'on est féministe. Du coup, nous, on s'est demandé si votre programme était féministe. On a creusé, on a regardé. Donc, effectivement, comme vous disiez, on a trouvé des mesures envers les femmes qui concernent le travail. Sur l'égalité professionnelle, vous évoquez l'allongement du congé paternité à 16 semaines, donc 6 obligatoires, comme en Espagne. Et vous parlez aussi de punir les entreprises qui discriminent les femmes au niveau salarial. Alors ça, moi, c'est un truc qui m'a intéressée parce que quand même, ça fait longtemps que ça existe, le système de punition d'amende, mais ça marche pas en fait. Enfin, les entreprises préfèrent quand même payer des amendes plutôt que de cesser les inégalités salariales. Donc pourquoi ce serait plus efficace avec vous ? D'abord, je suis féministe et mon engagement politique est venu après mon engagement féministe. Quand j'avais 15 ans, c'était au moment où était en train de se décider la loi sur l'avortement. Et moi, je suis arrivée finalement à la politique par mes origines sociales, évidemment, mais aussi par le fait que le féminisme, à ce moment-là, était ce qui pouvait nous permettre de nous libérer. J'ai vu ça, j'ai vu en tant que jeune femme combien il était absolument nécessaire, par exemple, d'avoir cette liberté, ce droit fondamental à disposer de son corps. Et moi, mes premières manifestations, c'était des manifestations féministes. Ce que j'ai fréquenté avant de fréquenter un parti politique ou même un syndicat, c'était la librairie des femmes à Lyon, quai des Célestins, qui était le haut lieu de la littérature, de la pensée féministe. Donc, je me suis construite comme ça. Quand j'ai été inspectrice du travail, en 82, donc il y a longtemps, c'était les premières lois, une des premières lois sur l'égalité salariale femmes-hommes dans les entreprises, la loi Roudy, qui instituait cette obligation. Et à l'époque, comme inspectrice du travail, je me suis engagée. On n'était pas très nombreuses, c'était un corps d'inspection très, très masculin. On était très peu nombreuses à nous engager dans le contrôle de cette loi. Finalement, elle n'intéressait pas grand monde.
Pourquoi ça n'a pas été appliqué ? Parce que ça n'était pas contrôlé. Parce que même si parfois des syndicats ou des comités d'entreprise s'en saisissaient pour essayer de faire avancer la cause, notamment dans des endroits où il y avait des entreprises où il y avait beaucoup de femmes, ça a été un grand désintérêt. Et puis entre-temps, il y en a eu d'autres il y a eu mises en plein place. d'autres lois mises en place. Mais j'ai une expérience concrète du contrôle des lois sur les questions d'égalité salariale. Et comment ça se fait ? Comment on contrôle du coup ? Alors, qu'est-ce qui doit se faire pour que ça aille mieux ? D'abord, il faut une détermination politique absolue. Dans notre pays, les choses n'avancent que s'il y a une volonté politique absolue. Femme présidente de la République, j'aurai ce rendez-vous avec les femmes françaises. Et donc oui, j'aurai une détermination absolue parce que arriver en 2022 avec 20% d'écart de salaire encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans les entreprises, c'est inacceptable. Alors vous n'avez pas tout à fait répondu sur comment en pratique on le fait. Comment en pratique ? D'abord en faisant des contrôles, c'est-à-dire en missionnant bien sûr l'inspection du travail pour qu'elle le fasse, avec une volonté déterminée de tout un ministère, avec aussi des sanctions mises en œuvre, sanctions pénales puisque ça relève aussi de cela, mais surtout avec, pour les entreprises qui n'accepteraient pas, en tous les cas qui ne prendraient pas le sujet au sérieux, mettre en place ce que j'appelle la conditionnalité des aides. Pas d'aide aux entreprises si elles n'appliquent pas et si elles ne s'inscrivent pas dans une trajectoire qui doit être concrète, qui doit être planifiée de justement rattrapage de ces inégalités salariales. Et actuellement, c'est pas ce qui est déjà en place alors ? Non, aujourd'hui, ça n'est pas du tout en place puisqu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a quasiment plus d'inspection du travail, il n'y a plus... vous savez, on est dans le règne du libéralisme aujourd'hui, hein, donc tout ce qui vient entraver une entreprise, ça ne marche pas. Bien sûr qu'il y aura aussi la publicité faite sur les entreprises qui ne pratiquent pas cette égalité salariale. C'est une publicité qui sera négative pour ces entreprises-là. Bien sûr qu'il y aura aussi donc les mesures sur les aides aux entreprises, qu'il pourra y avoir aussi des règles et des mesures en matière de cotisation sociale qui peuvent aussi créer des malus pour les entreprises qui n'appliqueraient pas. Donc il y a des moyens de contraindre, même si bien sûr il faut toujours essayer d'entraîner indépendamment de la contrainte. Moi je crois aussi au discours positif. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que si elles continuent dans cette voie-là, c'est quand même un problème aussi pour elles. C'est un problème parce que beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à trouver de main-d'œuvre, parce que les conditions de travail et les salaires ne sont pas bons, et notamment pour les femmes, parce que les jeunes générations de femmes et d'hommes aujourd'hui cherchent aussi un travail qui a du sens, et une entreprise qui ne respecte pas cette égalité, c'est rare qu'elle propose un travail qui ait du sens, parce que ça veut dire qu'elle est déjà un peu mal partie dans le respect qu'elle peut avoir de ses salariés, si elle discrimine les femmes. Et puis, vous l'avez dit, la mesure sur le congé paternité, ça, c'est une mesure très importante, parce qu'on voit quoi ? On voit qu'en fait, les inégalités salariales, elles se creusent au fil du temps entre les femmes et les hommes, parce que beaucoup d'entreprises considèrent encore que la maternité est un risque pour elles. On a une question du chat, notamment sur cette question. Mimi, est-ce que tu veux intervenir ? Tout à fait, on a une question un peu plus précise. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, ça fonctionne. Oui. On a une question un peu plus précise de Alix1818 qui demande quelles mesures il y a concrètement pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui sont vraiment un gros sujet, en tout cas chez notre communauté. Bien sûr. Alors ça, c'est un sujet aussi très, très important. Oui, je pense que c'était une de tes questions aussi. D'accord. Ouais. Bon, d'abord, moi, je rétablis un ministère du droit des femmes de plein exercice, qui a été supprimé, et pourquoi c'est important ? Parce que s'il n'y a pas un ministre... Vous savez, à l'époque où il y avait Yvette Roudy, ministre des droits des femmes en 1981, vous étiez très, très jeune. Moi, j'avais 20 ans. Je vous assure que les choses bougeaient parce que sa présence au Conseil des ministres et son investissement sur tous les sujets faisait que quand même on avançait. Donc il faut un ministère de plein exercice. Deuxièmement, qu'est-ce qui manque sur les questions relatives aux violences faites aux femmes ? D'abord de l'hébergement pour les femmes victimes de violences et notamment lorsqu'elles ont des enfants. Je me suis beaucoup occupée de ces sujets-là dès 2001 à Paris.
j'ai mis en place les premiers centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences avec leurs enfants. Pourquoi ? Parce que quand elles sont battues par leur conjoint et qu'elles se disent « qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Est-ce que je pars ? Mais qu'est-ce que je fais de mes enfants ?» C'était le frein principal, donc de l'hébergement. Pour qu'il y ait de l'hébergement, il faut de l'argent, il faut des moyens. D'ailleurs, vous avez parlé d'une somme, non ? Un milliard, bien sûr. 1 milliard d'euros par an pour ce budget, ce qui est demandé d'ailleurs par les associations féministes et féminines qui travaillent sur les questions de violences faites aux femmes pour pouvoir créer les lieux d'hébergement. Donc c'est capital, il faut vraiment qu'on puisse faire cela pour qu'elles soient... On l'a vu en plus pendant le confinement, où les femmes étaient vraiment, pour certaines d'entre elles, extrêmement en danger et où il a fallu mettre en place des mesures pour les extraire, les extirper de leur domicile où elles risquaient la mort. Les lieux d'hébergement manquent. Ce gouvernement qu'on a là a fait beaucoup de communication, mais a créé très peu de lieux. Donc ça, les 1 milliard servent aussi à ça. Et en s'appuyant sur les associations. Parce que quand une femme est victime de violence, non seulement il faut de l'hébergement, mais il faut de l'accompagnement. Il faut l'aider à se reconstruire. Elle est dans une situation en général où elle a perdu son autonomie. Elle n'a pas souvent d'ailleurs les capacités économiques même à pouvoir s'assumer, ce qui est aussi une contrainte et qui... peut la faire rester chez un conjoint violent, mais il faut aussi qu'elle puisse se reconstruire et aider les enfants, parce que souvent, les enfants qui ont été témoins de ces violences, eux-mêmes vont, bien sûr, subissent ces traumatismes-là. Donc, il faut de l'accompagnement social, psychologique et de l'accompagnement vers l'emploi. Ok, donc on a un ministère de l'accompagnement. Il faut aussi, du côté de la police et de la justice, mettre en place les moyens efficaces. Ça passe par quoi ? Des formations ? Formation des policiers et des gendarmes, notamment à l'accueil des femmes, pour le recueil notamment on l'a vu de leurs dernièrement, plaintes. il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur les problèmes d'accueil que les femmes peuvent rencontrer en cas de violence. Et ça veut dire aussi, par exemple, on l'a fait, là, mon expérience de maire de Paris, elle est très utile, mettre en place dans les commissariats des assistantes sociales pour être là, pour pouvoir accueillir ces femmes victimes de violences, parce qu'on sait que pousser la porte d'un commissariat, se retrouver face à des hommes, ne pas savoir, on l'a vu dans un certain nombre d'affaires, heureusement, les choses sont en train de bouger positivement, mais on a vu quand même parfois que les femmes elles-mêmes étaient renvoyées à... ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, rentrez chez vous, comme dirait l'autre. Donc, il faut évidemment qu'il y ait ce type de formation. Et puis, il faut d'autres moyens pour permettre justement aux conjoints violents de ne pas se rapprocher des femmes qui ont été victimes de violences. Ça, c'est l'exemple espagnol, avec un déploiement massif justement de ces téléphones grand danger qui permettent justement de biper et de pouvoir, là aussi, déclencher du côté des services de police la protection ou l'alerte vis-à-vis d'une femme qui se retrouverait à proximité de son conjoint violent. Okay. Alors, il y a un enjeu, comme Mélanie l'a dit, on a un média féministe, il y a un enjeu qui nous intéresse, qui intéresse aussi probablement les personnes, les féministes qui nous regardent. C'est un sujet qu'on voulait absolument aborder avec vous, c'est l'affaire Gérard. Voilà, donc petit rappel des faits quand même. Voilà, vous aviez soutenu Christophe Girard, donc adjoint à la culture, après qu'aient été dénoncés ses rapports avec l'écrivain Gabriel Matzneff, voilà, qui était identifié comme un pédocriminel avec le livre de Vanessa Springora. Voilà, Christophe Girard a finalement démissionné. À l'époque, il avait été dénoncé par des militantes féministes, par des élus aussi féministes. Vous l'aviez soutenu, vous aviez parlé d'une hystérie militante. Voilà, cette séquence politique, finalement, est-ce qu'elle n'atteint pas un peu votre crédibilité sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur la question des violences faites aux enfants notamment? Voilà, c'est quand même... c'est quelque chose qui a déçu profondément les féministes aujourd'hui en France, qui a été profondément marquante. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Comment vous essayez aussi de parler à ces féministes qui ont pu voir un peu une certaine confiance battue en brèche par ce moment? D'abord, que la parole se soit libérée avec MeToo, c'est une très bonne chose et je
toujours soutenu d'ailleurs cette libération de la parole. Et je ne vais pas reprendre cette situation de Christophe Girard, mais lorsque vous avez une dénonciation qui se fait par voie de presse, moi je suis pour l'état de droit. La dénonciation se fait, le droit doit intervenir. Dès qu'il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire, j'ai demandé à Christophe Girard de démissionner. Et avant, je ne suis ni juge ni procureur, et donc ce n'est pas à nous d'établir un tribunal médiatique. En revanche, il faut que la justice fasse son travail. Cette question et c'est ce qu'elle a fait. Le tribunal médiatique, c'est quand même l'expression favorite justement pour décrédibiliser quand non, les féministes, je ne crois pas. En tous les cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est d'abord, il faut que la parole s'exprime, et quelque chose de très positif s'est produit, c'est que quand une parole de dénonciation de faits qui concerne soit de la complicité, soit des actes de violence sexuelle, de viol vis-à-vis de femmes, de mineurs, quelle que soit la personne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les tribunaux, enfin les parquets, les procureurs, dès qu'il y a une information de cette nature-là qui est produite dans la presse, ils s'en saisissent, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ça, c'est un effet très positif de cette parole libérée de MeToo. Dès qu'un procureur s'en saisit, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre une enquête. En ouvrant une enquête, il ouvre la possibilité à tous les témoignages de personnes qui peuvent entendre à ce moment parler d'une affaire et d'une personne de venir. Et c'est le travail de la justice. Après, je pense que ce que veut dire Maëlle, je comprends le côté, pour les militantes, ça a été difficile d'entendre hystérie militante. Il y a Oui. le fait de dire, bon, la justice fait son travail, oui. une chose, mais hystérie Oui. militante, je peux Peut-être. comprendre que certaines personnes se Oui, disent... je ne sais pas Voilà. si je l'ai vraiment utilisé ce terme-là, parce que le mot hystérie, je l'utilise très peu étant moi-même féministe. Mais surtout, je pense qu'il est très important que l'État de droit, et qu'il faut faire bouger le droit. Et que dans un pays comme le nôtre, c'est l'État de droit qui doit primer. Parce que je considère que moi, mon travail, n'est pas de mettre ni en accusation, ni de décerner des blancs-seings à tel ou tel. Dès lors que la justice est saisie, je considère que la justice doit agir, et doit agir dans la sérénité. Je suis moi-même juriste, je suis moi-même issue d'une profession du droit. Je considère qu'aujourd'hui, la justice, quand elle entend, et quand, soit par voie de presse, soit d'une autre façon, entend parler d'une affaire, elle s'en saisit, elle fait le boulot, ce qui n'était pas le cas avant, et qu'il faut la laisser travailler dans la sérénité. Et que ce n'est pas à moi, ni à personne d'autre, de se substituer à ça. Parce qu'il y a aussi, je ne vais pas ici citer deux cas, mais il y a aussi eu quand même quelques affaires dans lesquelles il y a eu fausse route. Je pense à l'affaire Baudis. D'accord ? Ouais. Et donc moi, je ne serai jamais du côté de celle qui se prendra pour ce qu'elle n'est pas. Sur le chat, on nous dit, Charles RSLS nous dit que Madame Hidalgo se renseigne sur le traitement judiciaire des plaintes pour violences sexuelles au lieu de parler de tribunal médiatique. Et je pense que c'est une des clés aussi, c'est-à-dire que justement ce tribunal médiatique, il est arrivé quelque part parce qu'il y a... Je suis d'accord. On l'a vu ces derniers jours, des d'accord. dysfonctionnements au niveau de la police et des dysfonctionnements aussi au niveau de la justice. Je suis d'accord avec vous. Je ne pas de tribunal médiatique pour tout, mais moi, je ne participerai pas à cela. Et en revanche, là où je suis d'accord, et je le redis, MeToo, cette parole libérée, elle a permis justement que la justice bouge. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une jurisprudence qui a été la jurisprudence Hanel, qui est cette jurisprudence qui veut que chaque fois qu'il y a un fait relaté dans des médias, eh bien, il y a une saisine par le parquet de l'affaire et l'ouverture d'une instruction. Et cette instruction, il faut la laisser se dérouler dans des conditions. Et puis, vous savez, moi, je veux bien qu'on m'explique plein de choses de cette nature. Mais moi, chaque fois que j'ai été saisie directement, y compris des gens qui m'ont été proches, que j'ai vus de très près, qui ont été... quand on m'a saisi, quand j'ai eu connaissance de faits qui se seraient déroulés, je pense notamment à un cas concernant un élu parisien que je connaissais très bien, je n'ai pas tremblé.
j'ai immédiatement saisi le procureur de la République en faisant ce qu'on appelle un article 40. Donc, quand j'ai connaissance de faits qui se sont déroulés ou que j'ai un témoignage direct qui m'est fait d'une personne qui me dit voilà ce qui s'est passé, ma main ne tremble pas. Mais vous ne regrettez pas la manière dont ça s'est passé vis-à-vis des élus Non, parce que je impliqués. considère que l'état de droit, c'est fondamental. On a une question du chat, Mimi, notamment sur les travailleuses du sexe. Tu peux peut-être relayer cette question ? Oui, tout à fait. Le travail du sexe, c'est une question qui divise, mais qui est incontournable dans le débat féministe et qui donc est arrivée sur notre chat par Agent Secret qui demande « Anne Hidalgo est-elle favorable à… » Alors, la personne appelle ça la légalisation des maisons closes. Je pense qu'on dira plutôt une réflexion et une reconstruction de l'aspect légal, on va dire, du travail du sexe. Et Agent Secret rappelle, les travailleuses et travailleurs du sexe ont vécu une grande précarité, notamment pendant les confinements, puisque elles et ils n'avaient pas forcément accès au chômage partiel et à tout ce qui a pu être développé pour les autres types d'activité. Quid de la législation autour du travail du sexe en France ? Je ne suis pas pour les maisons closes et je ne suis pas pour la reconnaissance du travail du sexe. En revanche, je travaille avec les associations, y compris des associations qui sont qui sont pour la réglementation du travail du sexe, qui ne sont pas abolitionnistes. Je travaille avec elles. Je travaille beaucoup avec une très très belle personnalité qui s'appelle Giovanna Rincon, qui fait un travail exceptionnel, mais un travail exceptionnel à destination notamment des personnes travailleurs et travailleuses du sexe et des personnes trans. Je l'accompagne et je l'ai accompagnée notamment sur les questions de santé et de santé publique de ces personnes-là. Je suis quelqu'un de très pragmatique et sur ce terrain-là, on a beaucoup avancé, y compris pendant la période du Covid, mais ma position est une position abolitionniste. Voilà, je considère que la marchandisation du corps humain est quelque chose qui ne relève pas des valeurs qui sont les miennes. Donc mais vous êtes pour autant, réglementariste non, au niveau local. Non, pas du tout. Je suis abolitionniste, D'accord. mais j'accompagne… Vous défendez la loi de 2016, par exemple ? Je défends la loi de 2016 et j'accompagne les associations qui font un travail de proximité pour accompagner notamment donc vous des travailleurs et des travailleuses du Accept sexe. et en même temps vous défendez une position abolitionniste. Oui, absolument. Absolument. D'accord. Donc quand même, c'est quand même important pour vous la situation des travailleuses du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe actuellement. Bien sûr, et vous savez, quand ça fait des années que je suis sur cette position-là, les premières subventions au bus des femmes, c'est moi qui les ai fait voter dès 2001, lorsque j'ai été élue première adjointe au maire de Paris, en charge des questions d'égalité femmes-hommes. J'ai mis en place les premières politiques à Paris en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et notamment d'accompagnement des personnes en situation de prostitution. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que pour moi, la réalité qui était quand même la réalité que j'ai vue, que je connais très très bien, des travailleurs et des travailleuses du sexe, de cette violence terrible. Je me souviens à l'époque beaucoup de jeunes femmes qui étaient issues notamment des Balkans, qui arrivaient sur Paris. Je me souviens de la détresse, de la façon dont les réseaux et dont la traite, parce que le sujet sur lequel on se retrouve tous, c'est quand même la lutte contre la traite des êtres humains, était là et de façon extrêmement violente, menaçait la vie de ces jeunes femmes, et y compris la vie de leur famille ou de leurs enfants qui étaient restés. Je me souviens d'une jeune femme bulgare qui avait un petit enfant de 3 ans et qui était venue dans le bus des femmes et qui s'était vraiment effondrée devant nous parce que la menace, elle était sur son fils de 3 ans qui était resté à Sofia. Je travaille avec ces femmes-là. Ça, c'est et avec ces femmes et avec les trans et avec les personnes on va qui devoir sont dans avancer. ces réseaux. Je suis désolée parce qu'en fait on a pas mal de Bien sujets. Du coup, en tout cas, c'est intéressant. Je pense que les avis divergent, comme disait Mimi, parce que c'est une question centrale du féminisme, mais c'est intéressant d'avoir pu l'aborder. Oui, d'ailleurs, elle n'est pas tranchée dans un sens ou dans l'autre par le féminisme. Hein. Non. Elle est centrale. Elle est centrale parce qu'il y a ce sujet. Voilà. C'est une ligne de fracture, mais dans le pragmatisme et l'accompagnement, et notamment le fait qu'il y a de la traite des êtres humains, ça, je pense qu'on se rejoint toutes.
Alors moi, du coup, il y a quelque chose que j'ai relevé dans votre programme qui m'a un peu interpellée. C'est l'instauration, on va parler d'économie, du coup, c'est l'instauration d'un impôt sur la fortune qui s'appelle l'ISF Climat et Biodiversité. Donc c'est un impôt sur les successions des plus aisés. Non, c'est différent. Il y a un impôt sur les grandes fortunes et D'accord. Donc ISF Climat et Biodiversité, c'est quoi? Alors ça, c'est l'ancien impôt sur les grandes fortunes qui a Mhm. été supprimé par Emmanuel Macron parce qu'il considérait qu'il fallait que ça ruisselle, donc on fasse plein de cadeaux à ceux qui étaient déjà... voilà, donc ça rapporte environ 4 à 5 milliards Ouais. d'euros par an et que je souhaite dédier complètement justement à l'accompagnement social du changement climatique. Parce que le problème du changement climatique, c'est qu'il pèse sur les plus fragiles, il pèse sur les classes moyennes. Donc qu'est-ce que vous voulez faire pour les transmissions et la succession? Et donc, sur les transmissions et la succession, ça, c'est un autre sujet. Là, je propose, d'ailleurs, la mesure la plus ouverte pour tous les Français, c'est de ne pas taxer aucune succession jusqu'à 300 000 euros. D'accord ? Il n'y en a aucun à droite ou à gauche qui propose d'aller aussi loin en la matière, c'est-à-dire jusqu'à... Aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Les successions sont taxées au-dessus de 100 000 euros avec un barème qui monte en fonction du montant de la succession. Moi, je propose 300 000 euros sur l'exonération des successions. En revanche, à partir de 300 000 euros, un barème qui fait que, notamment quand on a des successions de plus de 2 millions d'euros, là, on sera taxé à 60% notamment. Et donc, ça ramènera au budget de l'État 8 milliards de plus que ce que cela ramène aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez un système où les successions sont très, très faiblement taxées, mais y compris les très, très grosses successions sont très faiblement taxées. Donc moi, je propose, parce que mon sujet, c'est la justice sociale, c'est de permettre à la grande majorité des Français de ne pas être taxés sur les successions, sauf sur les plus importantes, et de ramener environ 8 milliards d'euros dans le budget de l'État. Pour moi, le nœud de ma question, c'est là. En fait, vous dites dans votre programme que j'ai sous les yeux, vous dites vous souhaitez faciliter la transmission en abaissant la fiscalité des successions pour 95% des Français. C'est ça, moins de 300 000. Voilà, c'est ça. Vous dites aussi que du coup, vous augmentez la taxation, comme vous l'avez dit, pour les très hauts patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Oui. Mais par exemple, à 1,8 million, on n'est pas dans cette fourchette. Donc, en fait, on a sa fiscalité qui est abaissée quelque part. Non, parce que vous verrez, le barème que je propose est un barème qui n'abaisse pas la fiscalité non plus sur le 1,8 million. Ça doit être autour de 45%. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a un barème. Donc, 1,8 million, vous êtes quand même taxé. Oui. Mais globalement, le fait de... la succession, c'est quand même, je pense, on ne va pas se mentir, c'est quand même des gens qui ont un certain déjà patrimoine pour pouvoir transmettre et avoir une succession. Une certaine classe, finalement. C'est une certaine classe. Donc, est-ce que c'est pas une mesure, finalement, quand même, pour les personnes, pour les riches, quoi, au détriment des personnes? Mais non, c'est l'inverse, puisque là, en fait, les successions en France, la plupart des Françaises et des Français, je pense à la classe moyenne, aux catégories populaires qui ont pu, dans leur vie, avoir un patrimoine, un petit patrimoine, une maison qu'ils veulent céder à leurs enfants. La plupart des Français sont quand même sur des niveaux de succession très faibles. Je crois que la moyenne doit être autour de 70 000 euros de transmission. Une grande partie des Français, et c'est normal, sont attachés à ce que l'on puisse, effectivement, à ce qu'ils puissent quand même remettre une partie de ce qui a été leur travail, le fruit de leur travail à leurs enfants. Et ça, je ne veux pas leur retirer, ça me paraît tout à fait normal. Et d'autant plus que c'est sur les grosses successions, c'est-à-dire sur les successions qui sont supérieures à 300 000 euros avec un barème qui, bien sûr, va de façon croissante et monte de façon beaucoup plus importante à près de 2 millions d'euros. C'est là-dessus qu'effectivement, on est dans une transmission de gens qui sont très, très riches et qui vont venir finalement, je dirais... qui vont continuer à permettre à leurs enfants de rester avec quelque chose qui ne sera pas du tout le fruit de leur travail, mais plutôt celui de la richesse de leurs parents. Je pense qu'on va pouvoir... je ne comprends pas votre question sur... Non. C'est pas juste, c'est justement en fait, très juste parce que ça touche pas les classes moyennes, mais ça touche les catégories très supérieures.
Moi, je trouve que quand même, la succession, dans le chat, on nous dit la moitié des Français hériteront de moins de 70 000 euros Oui, tout au c'est long ce de leur que j'ai vie, dit, ouais. tandis que les 10% les plus aisés héritent Ouais. en moyenne de 500 000. Voilà, c'est pour Donc, ça qu'il faut taxer les plus aisés. Voilà. donc du coup, moi, je propose que Mais pas les on classes fasse- moyennes. Faut laisser les classes moyennes quand même pouvoir. Je propose qu'on fasse une petite pause parce ouais. que du coup, on vous a pas pour longtemps. Donc, je préfère qu'on puisse avancer. On va faire une petite pause avec Mimi et le chat et Mathieu va venir nous rejoindre en plateau. Yes. Bonsoir, du coup, le temps que Mathieu Mollard de Street Press s'installe pour la pastille Street Press de cette interview, la présidentielle selon Mademoiselle et Street Press. Quelques petits retours du chat qui, en tout cas, sont contents de ce moment qu'on a avec le temps de discuter, puisqu'on a Zazab qui dit « D'accord ou pas d'accord avec ce que vous dites, Madame Hidalgo, je la trouve hyper pédagogue, ça change des chaînes d'infos où on a l'impression Merci. que tout le monde crie et que les candidats n'arrivent pas à parler calmement C'est vrai. et clairement. Mm. Et les gens saluent un espace où les candidates peuvent exprimer leurs idées sans hystérie, un terme très connoté, on le sait. Les questions sont piquantes, même dans un cadre bienveillant. C'est ce qu'on essaye de faire, donc merci beaucoup. C'est bien, merci à vous. Et on repasse à la vue plateau avec Mathieu Mollard de Street Press. Alors Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Street Press, on le rappelle, qui est en partenariat avec Mademoiselle pour ce live. Donc, qu'est-ce que tu vas nous montrer ce soir ? Alors, ce soir, j'aimerais qu'on parle un peu de questions migratoires et de l'accueil des migrants en bien France. sûr. Pour commencer, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit extrait d'un documentaire qu'on a réalisé pour Street Press qui s'appelle Paris d'Exil FC. Et dans cet extrait, on voit 2 jeunes migrants qui racontent leur quotidien quand ils sont arrivés à Paris, comment ils dormaient dans un parc et leurs difficultés pour se nourrir. Tout le temps qu'on vient ici, ça nous dit beaucoup de choses. Enfin, on a passé des moments très difficiles ici. On ne peut jamais oublier cette banque. Il nous a rendu beaucoup de services. C'était confortable. Le passé, c'était confortable pour nous parce que c'était un lit pour nous, comme un matériel pour nous. Mais c'est loin ici, tranquille, pour pas passer toute la nuit ici. La journée, tu te lèves, tu montes au jardin, tu t'assois là-bas. Comme il fait froid, tu cherches un coin pour te abrir, pour chercher un chaud. On s'est regardé comme ça. Tout le monde a faim. Mais quelqu'un qui a faim, il n'est pas libre. Lui n'est pas libre, moi je ne suis pas libre. Comment on doit faire? Tu vois, souvent, lui me dit, ah bon, attends, j'ai un ghetto là. Ça veut dire quoi? Je connais un endroit où on doit manger. Allons là-bas. On se suit. On n'a pas billet de métro. Seulement vous frôlez le métro. Tout ça là. Tu ne sais pas où aller. On est perdu. On ne connaît pas Paris, on ne connaît pas Panneau de Paris. On ne sait pas où c'est le sud. Mais en fait, on se renseigne. Il y a d'autres, quand tu les demandes, Ils ont l'impression que les gens, si tu veux leur demander de l'argent, ils ne t'écoutent même pas. Ils ne t'écoutent pas. Bon, on a fait tout ça, on a vu tout ça, on a suivi tout ça. Il y a d'autres, mais ils étaient pas mal. On a encaissé tout ça, on dit oui, c'est la vie. Ça fait pas de la vie un long truc, mais quand tu es sur la terre, tout est possible. On le voit. Donc on le voit, comme on l'a vu dans cet extrait, pour beaucoup de gens qui arrivent en France, le quotidien est difficile. C'est vrai à Paris, c'est vrai à Calais, c'est vrai à Grand-Sainte, à plein d'endroits en France. Ma question elle est simple, comment on fait pour garantir un accueil digne de tous ces gens ? C'est une question vraiment qui est fondamentale et sur laquelle je me suis engagée. Je me suis engagée dès 2015 quand on a vu arriver tous ces jeunes, moins jeunes, toutes ces familles, en me battant pour créer un centre humanitaire. On a créé un centre humanitaire qui a accueilli plus de 23 000 personnes. C'était à la porte de la Chapelle pour qu'ils puissent avoir un endroit où se poser, se reposer, voir un médecin, avoir quelqu'un aussi qui leur dise quels vont être l'accompagnement pour eux, comment demander l'asile. Beaucoup sont des demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de jeunes mineurs aussi isolés qui, eux, relèvent, par exemple, de la compétence des départements. Paris, c'est aussi un département. Donc, ce sujet-là est un sujet sur lequel, par exemple, dès 2015, avec les grandes associations humanitaires,
je pense à Emmaüs, je pense à l'Armée du Salut et bien d'autres, nous avions porté une proposition de loi. Je ne suis pas parlementaire, mais on a rédigé une proposition de loi pour justement mettre en place en France, partout, des centres humanitaires d'accueil sur tous les parcours de ces routes migratoires. Et on avait commencé à le faire. Et en 2017, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Il m'avait dit, c'est formidable ce que tu as fait sur les réfugiés. Et puis, il avait dit, Merkel, c'est l'honneur de l'Europe parce qu'elle a accueilli des réfugiés. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a durci les conditions d'accueil de tous ces réfugiés. Il a créé des conditions pour qu'ils soient dans l'invisibilité, dans des situations de non-droit. Vous, concrètement, si vous êtes élu, donc vous moi, proposez... concrètement, je propose d'abord qu'il y ait une répartition des réfugiés sur toute l'Europe et qu'on travaille avec les pays qui sont les plus moteurs là-dedans. Évidemment, la Hongrie, voilà. Donc on travaille avec les pays les plus moteurs pour avoir une répartition de l'accueil. Que partout, il y ait une répartition sur le territoire national de centres d'hébergement, de centres qui soient des centres d'accueil humanitaire avec les associations où on travaille justement sur la situation de ces personnes, ce à quoi elles ont droit et qu'on puisse les accompagner vers leurs droits. Ça, c'est fondamental pour moi parce que notre pays, qui est quand même ce pays des droits de l'homme, des libertés, se comporte très très mal. Depuis des années. C'est une compétence de l'État. Et je sais qu'il y a aujourd'hui en Europe un certain nombre de pays qui sont prêts à avancer. Il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a l'Italie, un certain nombre de pays qui sont d'ailleurs des pays sociodémocrates, qui sont prêts à avancer et à obtenir des garanties pour ces personnes-là. Et puis, il faut travailler aussi sur le développement dans les pays d'où sont originaires une partie de ces réfugiés et de ces immigrés, parce que beaucoup d'entre eux fuient la guerre, la misère, le terrorisme, mais une partie d'entre eux fuient vraiment la misère et doivent pouvoir aussi... jamais on ne part de chez soi de gaieté de cœur, Ça, jamais. c'est certain. Donc, on a bien compris, de l'aide au développement, un accueil dans des conditions dignes via des centres répartis sur le tout le territoire. Après, l'un des nœuds du problème, c'est la régularisation. Oui, absolument. Est-ce que, si vous êtes élu, il y aura plus de régularisation ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui peut prouver 5 ans de travail sera régularisé de manière automatique ? Bien sûr, et je l'ai même proposé depuis 2015, parce qu'on a vu que dans beaucoup de nos centres d'hébergement d'urgence, quand les grandes vagues de réfugiés sont arrivées en 2015, qu'il y avait des personnes dans nos centres d'hébergement d'urgence qui avaient un travail, qui avaient des enfants, qui étaient capables de financer, de subvenir à leurs besoins, sauf qu'ils n'avaient pas de papier. Et donc, j'ai proposé ces régularisations. On en a fait un certain nombre à l'époque du gouvernement Hollande. Pour moi, les critères sont des critères liés au nombre d'années sur le territoire, liés au fait qu'on a un travail, liés aussi au fait de l'intégration d'ores et déjà assurée par la personne. Mais je suis bien sûr pour la régularisation de ces personnes qui, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs, je suis allée soutenir récemment les salariés de Chronopost qui sont en grève dans le Val-de-Marne parce que qui travaillent, qui font un vrai travail et qui n'ont pas été... d'ancienneté où vous dites 5 ans, c'est bon, je m'engage, ce sera automatique. Moi, je pense qu'autour de 5 ans, on est... Voilà, je ne vais pas faire les décrets là aujourd'hui, mais je pense que 5 ans, c'est évidemment quelque chose de tout à fait non seulement raisonnable, mais réaliste. Et ça permettrait aussi, parce que vous savez, si ces personnes sont là et travaillent, même si elles sont... qu'elles travaillent souvent non déclarées puisqu'elles n'ont pas de papier, c'est parce qu'il y a des besoins aussi d'un certain nombre de secteurs d'activité. Quand je suis allée récemment dans le Vaucluse, les agriculteurs, les viticulteurs me disaient il faut vraiment que l'on puisse travailler
que l'on puisse avoir cette main-d'œuvre-là qui vient. Pour eux, c'était plutôt du Maroc, qui vient régulièrement. Là, on était plus sur de l'immigration économique que sur des statuts de réfugiés. Mais bien sûr qu'y compris pour notre économie, on s'en passera pas. Dernière question sur cette thématique. La loi Asile et Immigration qui a fait voter Emmanuel Macron, elle a rallongé le temps dans lequel peuvent rester... Je vais recommencer. Le temps d'enfermement dans les centres de rétention. Un centre de rétention, c'est une espèce de prison qui ne dit pas son nom, où on enferme les sans-papiers Sans procès. en attendant qu'ils soient peut-être expulsés. Dans certains cas, ils ne sont pas. Par exemple, les Algériens, en ce moment, on n'expulse plus vers l'Algérie, mais on met quand même des Algériens en centre de rétention. Est-ce qu'on ferme les centres de rétention ? Est-ce qu'on réduit la durée ? C'est une question du chat aussi. Est-ce que vous allez fermer les centres de rétention administrative, les politiques de tri des personnes exilées, les tests osseux et le refoulement aux frontières ? Alors, ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut mettre en place un accueil qui doit être un accueil digne, humanitaire, respectueux du droit international, du droit européen et du droit national. Donc, bien sûr que envoyer vers un centre de rétention, y compris des familles avec des enfants, des gens qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir renvoyer. Parce que pourquoi ils ne sont pas renvoyés ? Parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'Algérie. Mais c'était pareil avec, par exemple, les Dublinés, ce qu'on a appelé les Dublinés. Donc, que je comprenne bien, vous mettez moins de monde en centre de rétention, mais vous ne les fermez pas. À ce stade, non. Je regarde s'il y a une nécessité, si par exemple des personnes qui viennent menacer notre sécurité doivent être renvoyées, on les renverra. Il y a des prisons pour les gens qui menacent la sécurité. Oui, d'accord, mais le fait qu'il y ait des centres de rétention pour renvoyer des gens qui ne répondent pas ni aux règles de séjour, ni et qui en plus présentent un danger pour le pays, je considère qu'il faut maintenir bien sûr un état de droit, un niveau de protection, mais on ne mélange pas tous les sujets. La situation que vous exposez aujourd'hui, qui est le résultat de 5 ans de politique conduite par Emmanuel Macron, par Gérard Collomb, puis par Gérald Darmanin, j'arrête ça, évidemment. Et la question du chat sur les tests osseux. Et la loi Asile-Immigration n'est pas une loi... Attendez, la loi Asile-Immigration n'est pas une loi du tout que je reprends. La question des tests osseux, c'est une question qui a été... c'est un sujet qui est Est-ce qu'on peut rappeler utilisé, peut-être pour les pour les mineurs, pour savoir si une personne est mineure ou pas mineure. En fait, les tests osseux permettent, sans permettre vraiment de savoir... c'est très remis en question, voilà. on teste leur efficacité. Vous savez, par exemple, sur Paris, puisque la question de l'accueil des mineurs isolés étrangers est une question qui relève aussi des départements sur la partie d'accompagnement social, on a mis en place d'autres procédures avec les associations qui sont quoi ? Qui sont une discussion, un dialogue avec la personne pour évaluer l'âge de cette personne à partir de ses références, à partir de ce qu'elle va dire sur son pays. Et deuxièmement, ce qu'on a fait, nous, et que je généraliserai, on l'a fait notamment à Paris, c'est la généralisation de ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs. Vous savez qu'à partir de 18 ans, un jeune mineur isolé étranger, il est renvoyé, je dirais, à rien, quoi, à une situation où il n'est plus accompagné. On sait qu'à 18 ans, on est très, très vulnérable, que souvent, d'ailleurs, les jeunes qui arrivent sur notre territoire à 16 ans, à 17 ans, en fait, il va y avoir très peu de temps pour les accompagner, pour qu'ils puissent trouver leur place dans notre société. Et donc, le contrat jeune majeur passé à 21 ans, ça, je le généraliserai. Okay. Je pense que on va te remercier de cette intervention. Et justement, beaucoup. Maëlle a des questions autour de la jeunesse juste après. Donc, on va faire une petite pause. Je pense qu'il n'y a pas énormément de questions pour l'instant sur le chat, donc on va juste faire une pause le temps que Maëlle revienne. Alors, c'est la dernière partie de cette interview. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va aller faire vite et bien. Tout est possible. Donc Maëlle, tu veux nous parler de la jeunesse ? Bien sûr, la jeunesse éprouvée par le Covid, évidemment. Voilà, on a regardé rapidement votre programme à destination des jeunes. Dans une de vos propositions, vous parlez d'un minimum jeunesse. Oui. Sous condition de ressources. Déjà, question assez simple,
de combien ce minimum jeunesse? Sous quelles conditions? Vous parlez aussi d'une dotation en capital de 5 000 € à Oui. partir de 18 ans pour financer des projets, par exemple. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit Oui, peu plus bien sur sûr. ces D'abord, sur le propositions? minimum jeunesse, je veux qu'il soit ouvert aux enfants de la classe moyenne aussi. Mhm. Parce que j'ai vu pendant toute cette période, notamment de Covid, combien, notamment pour des jeunes étudiants issus de la classe moyenne, qui devaient bosser pour payer leurs études, se sont retrouvés en grande Oui, précarité. sans ressources. Oui. Et cette situation-là, elle est très dure pour beaucoup d'entre eux. C'est aussi l'échec dans leurs études parce que c'est trop dur, travailler, faire ses études et avoir ce niveau de précarité, c'est gravissime. Donc oui, pour un minimum jeunesse, ouvert à la classe moyenne, on verra, on calibrera évidemment les niveaux Un de système de bourse ressources. avec des échelons, par exemple? C'est Comment- plus une allocation directe D'accord. aux jeunes, mais qui tiendra compte de ses revenus. Je tiendrai compte aussi, par exemple, de jeunes qui sont en rupture familiale avec des parents qui peuvent être peut-être plus aisés. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas laisser des jeunes en situation de précarité, ne pouvant ni se payer à manger, ni subvenir au minimum de leurs besoins. Donc, c'est Ok. en plus des bourses, hein, c'est D'accord. pas à la place des bourses. L'allocation, le capital de 5 000 € pour chaque jeune à 18 ans, ça c'est pour porter des projets. Par exemple, pour des jeunes, je pense à des jeunes que j'ai rencontrés dans des territoires ruraux. Pour eux, pouvoir se déplacer, c'est avoir son permis de conduire. Voilà. D'accord. Le permis de conduire, ça coûte cher, ça coûte pas 5 000 €, ça laisse un peu de marge. Pour d'autres jeunes, ça va être comment être autonome, avoir mon matériel informatique pour voilà. Pour d'autres jeunes, ça va être on peut se regrouper à plusieurs amis pour mettre ensemble ce capital de 5 000 € et peut-être créer une association, un projet qui n'a pas directement en lien avec sa poursuite d'études ou son travail, mais qui peut être un projet mobilisateur. Pour d'autres, ça va être je veux aller apprendre en immersion une langue D'accord. et j'ai besoin de pouvoir de mobiliser de l'argent que je n'ai pas, que mes parents n'ont pas, ou que je ne vais pas leur demander parce que là, c'est sans condition de ressources et je vais pouvoir avoir au moins cette part d'autonomie pour le Donc ça projet. passera par quoi? C'est une demande qu'on peut faire en Alors, tant que jeune majeur, par On exemple? les pour, accompagnera, on accompagnera tous les jeunes à 18 ans. Hein, Mhm. donc pour moi, les accompagner comment? Par exemple, ça peut être dans des lieux qui existent déjà, type, alors il y a tous les lieux d'accueil des jeunes, ça peut être dans les universités, ça Mhm. peut être dans la mise en place de ce service public de l'orientation, hein, que je veux mettre en place aussi et qui pourra s'occuper des jeunes depuis la 3e jusqu'à Bac+3. Voilà, il y aura des adultes autour pour ceux qui seraient pas très sûrs de savoir comment faire. Et puis, il y aura bien sûr une possibilité pour chaque jeune de demander ce capital. D'accord. Je voulais revenir aussi avec vous sur une question d'orientation, puisque c'est un peu ce que vous évoquiez. Dans votre programme, vous parlez aussi de la suppression de Parcoursup. Oui. D'accord. Ah oui. Vraiment. Impopulaire, Parcoursup, mais Ah, oui. mais Alors, pourquoi parce que je suis atterrée par cette chose-là, quoi. Justement, qu'est-ce que voilà, vous supprimez et derrière, qu'est-ce que vous faites pour Alors, l'accès à l'enseignement supérieur bien aujourd'hui? sûr, d'abord, je supprime parce que qu'un logiciel et que l'opacité règne sur l'orientation des jeunes, pour moi, c'est un drame. Pourquoi orienter des jeunes vers une filière dans laquelle ils n'ont aucun goût, mais juste parce que, vous savez ce que ça gère en fait, Parcoursup? La pénurie des places dans l'enseignement supérieur que ce gouvernement n'a pas voulu traiter. Donc moi, je propose, évidemment, on supprime Parcoursup, on met en place un système d'orientation plus soutenu avec mobilisation des enseignants, mais aussi de conseillers pédagogiques, de conseillers d'orientation dès la 4e, hein, d'accord? Dès la 4e, on accompagne, on aide le jeune à savoir vers quoi il veut aller. C'est très tôt la 4e, mais bon, s'il y a déjà à ce moment-là des rencontres, des discussions sur où sont ses goûts, où sont ses passions et comment on peut l'accompagner, ça ira mieux. Ensuite, il faut plus de place dans l'enseignement supérieur, beaucoup plus de place. Moi, ce que je voudrais, c'est que 60% d'une classe d'âge puisse aller vers des diplômes du supérieur. Donc, ça veut dire ouvrir, et notamment dans les filières les plus demandées, il faut ouvrir des places pour qu'on puisse accueillir des jeunes dans l'enseignement supérieur. Et puis,
je propose aussi autre chose qui me paraît très très important, c'est la généralisation des formations en alternance post-bac. C'est-à-dire qu'on puisse aller jusqu'au master, au master 2, le plus loin possible si on le veut, mais qu'on donne la possibilité aux jeunes de pouvoir le faire dans le cadre de l'alternance. Pourquoi ? Parce que je pense que avoir un contact, un rapport avec le monde professionnel, pouvoir avoir un travail qui fait partie de ce qui permettra d'obtenir le diplôme avec une rémunération qui va avec, c'est sans doute aussi quelque chose qui aidera beaucoup de ces jeunes de la classe moyenne et des catégories populaires à aller vers le supérieur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a que 7% des formations post-bac qui se font en alternance. Et en fait, quand vous regardez de près, c'est quoi ? C'est plutôt des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, c'est-à-dire là où on forme, entre guillemets, une élite, où l'on pratique l'alternance, et partout ailleurs, et notamment à l'université, on ne la pratique pas. Donc je veux aussi rétablir de l'égalité en ce domaine. D'accord. Très bien. Ok. Bah, du coup, on va enchaîner. Moi, j'aimerais vous parler de choses qui, je pense, tiennent à cœur le chat et me tiennent à cœur également. C'est en partie cette surmédiatisation de l'extrême droite. On se posait la question, parce que vous êtes un peu intervenu sur ce sujet-là dans la presse, tout le monde parle du wokisme, donc surtout l'extrême droite évidemment, et on se demandait c'était quoi pour vous cette définition du wokisme. Moi, je n'aime pas ce mot, je suis quelqu'un qui me bat et qui me suis toujours battue contre les inégalités. Et je pense que dans les approches intersectionnelles, qui sont en fait très très importantes dans les sciences sociales, pour aller rechercher comment il y a des doubles ou triples peines, parce qu'on cumule femmes, étrangères, de couleur, de milieux populaires, tout ça est très important à distinguer, à analyser, à étudier, à renseigner comment les inégalités, comment se cumulent ces inégalités pour finalement renvoyer des gens à une détermination de leur avenir par leurs origines, par leur genre, par leur couleur de peau. Et ça, bien sûr qu'il faut renseigner cela. Mais l'intersectionnalité n'est pas une doctrine politique. D'accord ? Pour moi, la doctrine... C'est un outil sociologique. C'est un outil sociologique et c'est un outil d'étude et il est extrêmement important et il faut... Et ça, évidemment, que ceux qui remettent en cause ça n'ont rien compris parce que ça a apporté beaucoup, justement, à la compréhension des déterminismes sociaux et d'origine dans la fabrication des inégalités. Et donc, ceux qui emploient ce terme pour dénoncer ce qui se passe sur le terrain des sciences sociales, je pense bien sûr à la ministre notamment de l'enseignement supérieur, Madame Vidal, mais se fourvoie totalement. Le sujet n'est pas de remettre en cause des méthodes qui sont des méthodes des sciences sociales absolument utiles et indispensables. En revanche, de vouloir transplanter ces méthodes et en faire une doctrine politique, non. Et d'ailleurs, je vois pas grand monde... Qu'est-ce que vous entendez par doctrine politique dans ce cadre-là ? Eh bien, dans ce cadre-là, c'est que pour moi, tout ça, ça doit servir quoi ? Un combat pour l'égalité. Parce que moi, la républicaine que je suis, et pourquoi je m'accroche aux valeurs de la République ? Je sais qu'il y a un sujet aussi avec beaucoup de jeunes générations là-dessus. Les jeunes générations antiracistes notamment, c'est ça ? En tous les cas, parfois, on nous dit, mais quand même, vous opposez ça à la lutte contre les discriminations. Non, pas du tout. Il faut, et le but de l'égalité, de la promesse d'égalité républicaine, c'est justement de lutter contre tous ces déterminismes-là. Donc moi, ce que je cherche dans mon combat, c'est l'égalité. C'est l'égalité et c'est de défaire, parce que j'en ai souffert aussi. Parce que j'en ai souffert. Vous croyez quoi ? Quand je suis arrivée à l'âge de 2 ans avec des parents espagnols qui ne parlaient pas un mot de français dans mon quartier de Vèze, puis à la Duchère, puis quand je me suis retrouvée à l'école et au lycée et qu'un professeur de mathématiques disait à mon père, quand même, vu le milieu social d'où vous venez, qu'elle ne fasse pas d'études supérieures. Elle pourrait les faire, mais quand même, ça ne serait pas bien pour vous parce que ça serait un saut de classe sociale. Vous croyez que j'en ai pas souffert ? Vous croyez que je parle de quoi ? D'expérience. C'est ça qui fait ma fibre politique et mon combat pour l'égalité. Et pour moi, ce combat pour l'égalité, il se résout in fine, parce que je n'ai pas trouvé de meilleur régime politique que la République, dans la République.
Et je veux pas qu'on la fragilise. Mais il part de quoi ? De l'observation. Et l'intersectionnalisme ou l'intersectionnalité dans l'analyse des discriminations est absolument indispensable. Non, ne mélangeons pas tout, ne faisons pas d'amalgame et de confusion. Mais moi, je parle d'un vécu. Voilà, d'un vécu. Et j'ai le droit à cette appropriation culturelle. Je suis désolée, on n'a plus de temps, donc on va devoir boucler là. Mimi, est-ce que tu veux lancer une dernière question du chat, peut-être, pour conclure ? Ou est-ce qu'on passe directement ? Hello, je pense qu'en termes de temps, ça va être malheureusement très short, D'accord. mais on a plein de sujets intéressants à discuter, on en a déjà discuté pas mal, donc merci beaucoup à toutes les trois. Et ben du coup, Merci. on avait une question de la fin qui Ouais. était si vous pouviez piquer un soutien à l'un de vos concurrents, ce serait qui et pourquoi ? Mais il faut répondre très rapidement parce qu'après on finit. Moi, je pique pas les soutiens. Hein. Les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Ils viennent avec conviction, avec valeur. Je pratique pas le débauchage. D'accord. Je pratique la conviction en politique. Bah, c'est bon à savoir hein, s'il y avait des gens qui avaient leur CV. Voilà. Et ben écoutez, Anne Hidalgo, merci beaucoup. Merci à vous. De votre présence. Merci. Je vais vous rappeler qu'il y a un meeting le 26 février à Bordeaux et un autre meeting le 2 mars à Montpellier d'Anne Hidalgo. Pour la présidentielle, vous avez vos signatures, comme elle l'a souligné. Ouais, absolument. Les J'ai une équipe de France des maires. D'accord. Les intentions de vote, du coup, sont aux alentours de 5%, donc on verra. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais c'est assez intéressant. Intéressez-vous à la façon dont se fabriquent les sondages et donc l'opinion. Ah, C'est un vrai sujet démocratique. Du coup, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi, Maëlle ? Bah, c'est très bon pour moi, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous. Et puis, bon débrief. Eh ben, merci. Bonne Ciao, soirée. merci. Très Au bonne soirée. revoir. Au revoir. Ça y est, c'est nous, on est de retour. Alors, c'est le moment que tout le monde adore, le moment pour lequel on vient voir ce live. C'est le moment du débrief. Donc, avec moi, Maëlle Lecor, journaliste société de Mademoiselle, Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle, et Je suis le chat avec un peu la paillette. grande prêtresse du chat, et Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc, Toi-même et moi-même, Et Mélanie ah, oui, Wanga, bien je sûr. suis- Je suis directrice des rédactions de mademoiselle.com. Je suis là, je parle et je suis là. Du coup, on a reçu Anne Hidalgo ce soir. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qui veut commencer ? Pendant que j'enlève mon oreillette. Alors, si vous voulez, je peux commencer en vous disant ce que le Allez, chat vas-y. en a pensé, puisque je l'ai déjà un peu abordé. Comme ça Vas-y, vous donne plante-toi le temps derrière le chat, vas-y. de brainstormer. Moi, je parle pas de moi, je donne pas mon avis Maline, perso, Maline. donc c'est plus confortable. Alors, le chat était globalement très content de cette interview, toujours content aussi du format un peu plus long qu'on propose sur Mademoiselle. Et il y a des gens à la fin qui étaient là, oh non, mais elle part déjà, faut faire 2 heures et tout. Oh. Alors, la réalité, c'est que c'est compliqué de booker des gens aussi occupés pour 1 heure. Donc 2 heures, je pense que personne viendrait, car ces gens ont rarement 2 heures pleines dans leur journée pour un live Puis Twitch. vous avez vu l'heure qu'il est aussi, quoi. Oui, il est 21h15 et on avait prévu un peu plus court. Donc on entend la frustration, je pense qu'on la ressent aussi parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Après, ça vient aussi avec la promesse et l'engagement qu'on a pris qui est de justement pas être dans le rapid fire, petite phrase et de laisser le temps de creuser et de répondre un peu plus de façon complète. Donc le chat est content qu'ils comprennent le temps de répondre, fâché que ça dure pas assez longtemps, mais vous pouvez pas avoir les deux. C'est soit on parle de tout mais très vite et on creuse pas, soit on fait 1 heure et on peut pas aborder tous les sujets du monde. Donc il y a beaucoup de sujets un peu, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout un jugement de valeur sur leur importance, un peu niche, qui ont été apportés dans le chat, mais des choses de précision, quoi, où en fait sur un live Twitch d'1 heure on est obligé de faire des choix. Mais globalement les gens étaient quand même très contents et on trouvait que elle était très pédagogue, elle s'exprime bien, c'est bien de, enfin il y a un côté relatable, j'ai envie de dire. Ouais, Et en- elle est super douée pour l'exercice. Enfin, Oui, elle mais est- tu vois, elle c'est est- une pro, elle est mais bien. personne a dit oh là là, ça fait hyper langage de politicien, langue de bois ou quoi. C'était très genre, c'est agréable de l'écouter, d'entendre, de l'entendre parler, développer et tout. Donc, écoutez, on espère qu'elle est contente d'être venue. En tout cas, ça n'a Elle pas avait l'air l'air d'avoir des contente, services à très cause. contente. Elle avait l'air contente, elle a parlé Repartons. de discussions intergénérationnelles entre féministes, donc je pense qu'elle était contente de venir. Effectivement, on est beaucoup plus dans le discours préparé,
à répéter. On sent que voilà, elle arrive à mélanger ses histoires personnelles avec ce elle qu'elle est essaye de forte pour porter ça. et tout. C'est génial. Donc J'adore. chapeau, voilà, chapeau. Oui, Prenez Mathieu. des notes, le Non, storytelling. alors, Très non, bien. non, mais Storytelling. faut dévoiler un tout petit élément de coulisses. C'est sur la durée. Alors, bien évidemment, on prend des engagements vis-à-vis des candidats qui nous disent, voilà, on est d'accord pour venir, mais quel format, quelle durée. On leur dit pas du tout les questions qu'on va leur poser. Non. Il y a aucune, et pour l'instant, on n'a eu aucune demande allant dans ce sens de la part De des toute façon, on candidats. dira non. Bah, bien En tant sûr. que média, Non, voilà. mais alors, moi, peut il m'est dire les arrivé thématiques. de donner les thématiques Voilà, dans les des thématiques. interviews sur d'autres émissions, Les etc. thématiques, on le fait. On dit on va vous parler de féminisme, d'économie, voilà. Voilà. Mais ils n'ont pas cherché plus que ça à savoir les questions, donc ils ne sont pas préparés spécialement pour ces questions-là. On s'engage sur une durée qui est une durée d'1 heure. On nous a bien dit quand même, c'est 1 heure, bon, on veut bien un quart d'heure de dépassement, mais pas plus. Donc, Ouais. voilà, on était un petit peu sous pression Voilà. dans l'arrière-cuisine. Voilà, sur, question suivante. Non mais c'est le C'est vrai jeu, que la c'est fin, le il y a jeu, un c'est le petit jeu, coup mais il faut le dire, il faut le dire. Bon, Mel, ça tu jartes. Il y a un chat, On on a enchaîne. dit, ça c'était utile. Ouais, bon, allez, hop. Est-ce que je peux avoir les bonbons en attendant la Question prochaine capitale. question Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Maëlle Et puis peut-être par rapport à Nathalie Arthaud, qui était là la semaine dernière et qui était une première, quoi. Donc il y avait un côté, elle a un peu essuyé les plâtres, même si Elle on a était contente effectivement peut-être qu'on du était, résultat. enfin je sais pas, moi j'étais pas moins stressée, plus stressée, j'étais dans les mêmes dispositions. Après voilà, il y a pas l'effet de surprise. Non, j'ai passé un moment agréable, on s'en fout. Non, en vrai, agréable dans le sens c'était peut-être un peu monocorde. Voilà, il n'y a pas eu de grand. Enfin, après, Il n'y a voilà, pas eu de clash. C'était une bonne attraction, mais pas une montagne russe de foufou. Enfin, c'est voilà. C'est pas j'ai- le goût du Rix dans au parc Ouais, Astérix. ouais, voilà. Si on va sur la métaphore. C'était les tasses de Disneyland. Exact. Non, alors ça j'ai la gerbe, donc non, certainement pas. Ça, c'est si on interviewait d'autres parties, peut-être. Ouais, non, ça n'irait pas. Non, j'ai admiré sa capacité à être, à bien jouer le storytelling en fait. Voilà, enfin, il y avait des moments, je me mettais un peu en retrait et Ouais, moi ça c'est je ça trouve qui ça m'énerve, fort. ouais. Je Toi, trouve ça t'a saoulé je quand trouve- elle a parlé je de son trouve ça enfance. fort, en fait. Mais en fait, Mais limite, c'est attendu. Tu te dis, ah, enfin ça arrive. Tu sais, c'est le mais moment que on t'attends. en a tu te dis, ah. parlé avant l'émission Mais bien sûr. de ce storytelling de je suis une enfant d'immigré, Oui. ce qui est une réalité. Je suis moi-même immigré, je suis arrivé en. Alors, c'est la réalité, il faut pas lui enlever ça. Mais Anne Hidalgo, qui fait de la politique depuis fort longtemps, a décidé pour cette campagne de storytelling là-dessus. Elle est arrivée au début de la campagne avec un bouquin, si je me souviens bien, où elle raconte ça. Donc, elle lance le sujet là-dessus. Dans les émissions, elle appuie là-dessus. Elle a fait une ambition intime, l'émission dramatique de Karim Le Marchand. Karine, Dans- si tu nous regardes. Non, mais c'est un enfer, cette émission. Dans lesquelles elle a storytellé ça. Donc, bien sûr que c'est vrai. Mais elle le storytell, c'est-à-dire qu'elle le raconte. Et là, elle attaque. 2 fois en 1 heure. Ouais, et la, Ouais, moi, je me dirais, une fois, c'est trop, ça va se voir. Deux 2 culturelle, on en pense Sur quoi la fin, je l'ai vu genre. Parce que- C'était un En plus, elle m'a coincée parce qu'en fait, elle l'a dit, mais elle partait, donc je pouvais pas répondre, j'avais pas le temps. Mais moi, J'espère personnellement. qu'on va isoler juste un plan sur toi avec ta tête. Ah bah je Ça va pense que devenir un mème. c'est déjà un mème, hein. c'est un gif matériel. C'est le nouveau mec là qui regardait le jeu vidéo et qui fait comme ça. Bah, c'est- Oui. Voilà. White guy. Mais elle répond toujours de la même façon à toutes les questions. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est question, introduction, je vous raconte mon histoire. Story time d'abord. D'abord, important. Le ma story time vie. qui te prend 2 minutes. / je glisse mon œuvre. En tant que maire de Paris, j'ai été confronté à ce problème-là. Et Voilà ce que d'ailleurs, j'ai fait, j'ai fait sûr. ça. Migrant, c'est ce qu'elle a fait. Prostitution, c'est ce qu'elle a Violence fait. envers les femmes, c'est Eh ce oui. qu'elle a fait. Violence envers les femmes, c'est ce qu'elle a fait. Chaque sujet, elle fait ma vie perso, ma vie en tant que parisienne. Et après, on en arrive à la réponse qui, dans certains cas, est une vraie réponse, on est d'accord ou pas, et dans certains cas, est totalement diluée. Et elle dit rien. Et je trouve que Il y a La quelqu'un qui a mis le première blinking moitié- white guy dans le chat. la première moitié ça d'interview, va être elle a un peu éludé les questions. Et dans la deuxième moitié, elle est un peu plus rentrée. On a eu Ouais. des vraies réponses. Bah alors, la vraie question, est-ce que vous allez voter pour elle au premier tour? Nous, Non. on Non, a dit qu'on répondait pas à ça. On a dit, Pas j'étais nous, en mode, désolée, genre, je j'ai loupé sais. le mémo, je croyais qu'on Ah, nous, on a dit on répondait pas à ça. Après, je peux le dire. Non, mais je le savais avant, quoi. Enfin, bon. Bon, le chat, est-ce que vous avez été convaincu par la prestation d'Anne Hidalgo? Est-ce que vous avez envie de voter pour elle? Parce Je que vais du coup, laisser les chers modérateurs lancer bien sûr un poll. Pensez-vous pour voter Anne Hidalgo au premier tour? Il y a un que- truc qui est
juste pour du coup pendant qu'ils votent, il y a un truc qui est vachement revenu et qui je trouve est intéressant et c'est bien pour ça c'est bien qu'on fasse ce débrief pour ça, c'est que je trouve par rapport à Nathalie Arthaud mais qui est je pense moins médiatisée donc c'est normal, il y avait beaucoup de questions autour de la médiatisation de cette campagne. Il y avait une question sur est-ce que les réflexions constantes sur les travaux à Paris à la télévision, c'est pas un peu une forme de harcèlement sur elle parce que du coup on médiatise tout le temps les travaux. Pourquoi est-ce qu'elle est pas dans telle émission donc TPMP alors que Zemmour et Mélenchon ils sont beaucoup. C'est quoi la représentation médiatique des femmes dans la campagne? Il y avait un vrai côté comment est-ce que les médias la traitent qu'on avait moins avec Nathalie Arthaud, mais je pense parce que aussi les médias la traitent pas Nathalie Arthaud finalement, ce qui est une réalité. C'est ça, c'est soit t'es maltraité, soit t'es pas traité. Donc je pense. Là c'est la maire de Paris qui est la capitale de la France. Je pense qu'il y a un problème du fait que la gauche est tellement éclatée en ce moment en fait. Enfin, tu vois, si t'es une émission clash. T'as envie, enfin, ton fond de commerce c'est du clash. Et justement, tu peux inviter que la gauche et ils vont tous se péter. Non, en fait, les gens, ils viennent vraiment, tu vois, c'est Zemmour, c'est compagnie. Tu vois, j'ai pas l'impression que la gauche va venir. J'ai pas l'impression que Taubira va venir se clasher. Enfin, je pense pas que la question de l'éclatement de la gauche, pour moi. Enfin, c'est un faux sujet. Mitterrand en 81, pardon, je vais faire le vieux con, mais... De mon temps, de ma jeunesse. De mon temps où j'étais pas né, quand même. Du temps où Twitch et les viewers n'étaient pas nés. Ouais, mais moi je l'étais pas non plus, quand même. Mais en 81, Mitterrand est élu avec un candidat communiste, pas un candidat communiste, mais avec 4 ou 5 candidats de gauche au premier tour. Et... en fait, c'est que la gauche est faible. C'est pas tellement qu'elle est éclatée, c'est qu'elle est faible. Elle n'a pas de dynamique... Mélenchon tourne autour de 10%, c'est celui qui est le plus haut. Il a fait 16% en 2017, Mélenchon, quand même. Mais là, il y est pas. On se souvient de Mélenchon qui dit à 200 000 voix, je crois que c'est le chiffre. Oui, j'étais au second tour. À 200 000 voix, j'étais au second tour. Là, c'est pas à 200 000 voix, c'est à un quart de la France près qu'il est au second tour. Mais... 18, on nous dit dans le chat. 18%. Donc, ouais, pour moi, la gauche est faible. Après, Mélenchon, par exemple, sur le clash Mélenchon-Zemmour a été pas mal mis en scène. Ouais. Mais c'est des scandales. C'est deux personnalités médiatiques qui sont connues pour la grande gueule, on va se taper dessus. Donc c'est sûr que quand t'as une émission, comme tu dis Mélanie, qui marche sur le clash et le buzz et les petites phrases, c'est plus intéressant éventuellement de les inviter. Sûr, tu vois, tu veux clasher, je suis pas sûre que t'invites Nathalie Arthaud versus Anne Hidalgo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que t'invites Zemmour versus n'importe qui. Oui, ça marche aussi, quoi. C'est peut-être l'occasion de répondre. Il y a Pyram sur le chat qui demande: allez-vous inviter les deux représentants de l'extrême droite dans ces lives, la présidentielle selon Mademoiselle? C'est le moment de la réponse. On prend nos ardoises, comment on fait? Coralie, tu fais un clip, ça part sur Twitter immédiatement. Allez. Alors, c'est pas dans nos projets. 1, 2, 3. C'est pas dans nos projets, notamment parce que on y a pas mal réfléchi. Il y a plusieurs éléments, mais je pense que le truc qui nous a fait vraiment nous décider, c'est qu'en fait, on n'a pas nécessairement envie de donner la parole à des personnages antidémocratiques, ou en tout cas qui prônent des mesures antidémocratiques, qui peuvent utiliser la démocratie comme un moyen de venir propager leurs idées qui, elles-mêmes, sont antidémocratiques. Donc voilà, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Éric Zemmour, et les deux, en fait, ont des propositions antidémocratiques. Et les deux, pour nous, en fait, on n'a pas nécessairement d'intérêt à interroger ces personnes. Une deuxième chose que je peux dire, qui est un deuxième élément qui est rentré en compte dans notre prise de décision, c'est qu'en fait, avec le positionnement qu'on a choisi, qui est d'interviewer les candidates, c'était aussi pour donner la parole aux femmes qui sont de manière assez systémique moins mises en avant, on leur coupe plus la parole, elles parlent moins longtemps. C'est beaucoup plus difficile d'entendre leurs paroles dans les discours politiques à la télévision. Et donc là, on avait aussi envie de rééquilibrer ça. Par exemple, Nathalie Arthaud, je la vois pas souvent s'exprimer pendant 1 heure toute seule face à des journalistes sur un média. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, c'était aussi une forme de positionnement éditorial important pour nous. Sur l'extrême droite, je voudrais ajouter que moi, à Street Press, mon boulot, en grande partie, c'est d'enquêter sur l'extrême droite. Parenthèse pub, on fait une newsletter chaque semaine qui est gratuite, qui s'appelle FAF. Vous pouvez vous abonner. Ces enquêtes qu'on fait depuis des années nous ont valu des pressions, des menaces. Quand on a lancé cette newsletter en septembre, la première enquête qu'on publie, qui est une enquête sur des soutiens d'Éric Zemmour, on publie une vidéo, on voit des soutiens armés d'Éric Zemmour qui s'entraînent au tir sur une caricature de juifs, une caricature de musulmans, une caricature de noirs. Et on voit ces mêmes soutiens coller des affiches d'Éric Zemmour. Et dans les heures qui ont suivi la publication de cette enquête et la médiatisation, elle a été reprise. J'ai été invité sur des plateaux télé, comme j'étais sur BFM pour en parler. On a reçu, pendant les heures et les jours qui ont suivi, des menaces de mort. Et j'ai reçu des centaines, et plus de 1000 menaces de mort, insultes, menaces de mort,
direct sur moi, sur mes proches. On a dû changer la porte de nos bureaux à Street Press, mettre une porte blindée. Ça, c'est Éric Zemmour. Ça, c'est la campagne. Ça, c'est ses soutiens d'Éric Zemmour. Et ça, c'est le projet politique d'Éric Zemmour. Je dis pas que le projet politique d'Éric Zemmour est de me tuer. Lui, il pense pas à ça tout de suite. Il s'en fout un peu de ma gueule, je pense. Mais l'extrême droite a un projet politique totalitaire. Et 5 ans avant, la campagne précédente, on bossait déjà sur l'extrême droite. Et au soir du second tour, Marine Le Pen décide de blacklister un certain nombre de médias de son QG de campagne en disant « Voilà, ces médias-là tiennent un discours qui me déplaît, donc je leur interdis l'accès à ce qui est un espace politique important, le QG du candidat au soir du second tour. C'est là où on voit à la télé, quand on allume France 2, TF1, BFM, il y a les directs, alors vous êtes au QG de Marine Le Pen, etc. Ils décident de blacklister les candidats, d'interdire l'accès. Et il y a 5 ans, j'étais aussi sur cette liste noire avec 4 ou 5 autres journalistes, Mediapart, Quotidien à l'époque. Donc, il y a un projet politique de l'extrême droite, antidémocratique, de faire taire la presse. Et je considère, moi, ma façon de traiter l'extrême droite et notre façon à Street Press, c'est d'enquêter, de raconter ce qui se passe dans les arrière-cuisines, dans les coulisses, quels sont leurs soutiens, quels sont leurs comportements. C'est dans le cadre de marrant ces parce que Zemmour, il est quand même, c'est l'ami de la presse quelque part, grâce à son ami d'une aussi, presse. Voilà, d'une certaine presse. Ça veut où il pas a dire ses petites que entrées. dans Lui-même, il était chroniqueur, journaliste. Bien Enfin, sûr. Éditorialiste, polémiste, paraît-il. Et la question, c'est pas de les censurer, parce que quand on fait une enquête, on les appelle, on leur pose des questions. Moi, il m'arrive de parler avec les soutiens d'Éric Zemmour, avec les soutiens de Marine Le Pen, avec des élus Rassemblement National. Bien sûr qu'on fait ce qui fait une enquête journalistique, où on donne la parole à chacun. Mais pour moi, c'était un événement important. J'ai quand même un peu du mal à être en plateau, à discuter dans une ambiance chaleureuse, plutôt qu'on essaye, même si on essaie de poser les vraies questions, avec des gens dont les t'imagines soutiens Marine Le veulent Pen, me tuer. là Enfin, c'est quand même... Bah oui. C'est Marine Le Pen qui est là avec sa tasse, la société s'écrit au féminin, en train de dire oh non, l'IVG vite fait. Enfin non, c'est pas possible. Quoi. C'est pas une question de désaccord politique en fait. Voilà, il y a un moment où on est au-delà des de idées. ça. Voilà, on est c'est au-delà pas la de question. Si il y a la des- personne en face de toi veut que tu crèves, effectivement, c'est un peu bizarre de dire mais non, mais En tout cas, c'est discutons. soutien. Non. Vas-y, Oh, alors, pour on s'en revenir parle. Ouais, non, mais on peut débattre. On s'en parle et retour sur les menaces de mort dans le débrief. Bon alors, maintenant j'ai envie qu'on passe au moment que tout le monde préfère. Enfin, en tout cas, moi je préfère. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais bon. On va noter cette prestation. Juste pour boucler le sondage précédent, on a Oui. une majorité de non. Les gens ne voteront pas Hidalgo c'est au quoi premier les scores tour. Non Majorité. par conviction. Quelle majorité Une grosse majorité de non. On a Ah eu une seule personne qui a dit oui. Une seule Après, personne. on n'a pas non plus. Vous êtes 400 sur le chat. Vous n'êtes pas 400 à voter sur les sondages. Enfin, vous êtes 400 sur le live. Vous n'êtes pas 400 à voter sur les sondages qui sont dans le chat. Donc venez voter comme ça. On a un panel Donc représentatif Nathalie de la Arthaud avait société. plus convaincu. Et Franchement, finalement, il y avait que des cocos dans le chat ce soir-là. Déjà, Elle oui. faisait 20% au premier tour, Nathalie Arthaud. Enfin, franchement. source le public de Mademoiselle et Street Press sur Twitch. Hein. Les Ok. gauchos là. Alors, j'ai envie qu'on prenne nos petites ardoises et qu'on note la prestation de Anne Hidalgo, notamment, premier axe de vote, son féminisme. Sur 5, combien vous lui mettez? Et le chat, combien vous mettez sur 5? Son féminisme ou la réponse Bah, aux questions la réponse aux féministes questions féministes. On peut dire ça comme ça. Elle nous a un peu bien raconté toute son histoire de... Oui, Comment donc elle est pour devenue rappel, les féministe. questions féministes qu'on a abordées, c'était pas mal l'égalité au travail, l'égalité des Égalité salaires. salariale. Les questions violences. sur les violences, bien sûr, faites aux femmes, où elle a abordé notamment le fait qu'elle voulait rétablir un réel ministère des droits des femmes, ce qui était, enfin de l'égalité, ce qui était, il me semble, aussi une promesse du candidat Macron, d'avoir un vrai ministère et non pas un secrétariat d'État. 5 ans plus tard, devinez quoi, on n'a pas de ministère. Et on a... secrétariat d'État avec Marlène Schiappa. Voilà, c'est super. Où est le problème Et on a Elle est pu en binôme aborder... avec Darmanin, c'est cool. Non mais ça c'est Ça personne prouve ouverte l'importance. d'esprit. Mais tu ça vois. va bien se On passer. s'arrête ça va pas à bien nos se passer. différences finalement. J'ai envie de crever, j'arrête. Et grâce au chat, c'était pas forcément prévu, mais on a pu aborder la question du travail du sexe, ce qui est toujours C'était pas du tout intéressant. prévu, effectivement. Ça, Ouais, c'est merci le bien. chat pour cette Oui, intervention. oui, c'est J'ai toujours trouvé bien. ça très cool. On est obligé de faire des choix, mais c'est aussi l'intérêt de Twitch, c'est quand on voit qu'il y a une question qui remonte dans le chat, bah on se dit, ok, on l'avait pas forcément sélectionné parce que il y a un milliard de thématiques, ne serait-ce que dans le féminisme, mais autant l'aborder puisque vous l'avez posé. Ah, le chat est en train de voter sur le féminisme, mais du coup, je pense qu'on va pouvoir donner nos notes. Oui, allez-y. Allez. Le temps que vous Maëlle. donniez vos notes, ils auront Bah fini. non, tout ça, ça m'a Ah oui, arrêté, oh là là, tu- Elle est là, arrêtez de me jeter non, son je dis pas. Oh là là, 3, 2, 1.
7 sur 5. On est sur 5. Ah, sur 5. Moi, j'étais sur Le 10. fanboy. Les règles ont pas Mathieu, on est sur mademoiselle.com. Tu notais sur 10 la semaine dernière, c'est pas cool pour les... T'as mis des vieilles notes, hein, 2 sur 10. Mais je me souviens plus. Oh, donc, 3,5 sur 5. Ah bah du coup, on est sur un pareil. bel ensemble sur le Allez. féminisme 2. Voilà. On est sur 3,5, 3. Maëlle. Nous dirons une forme de tiédeur. Avec mon 0,5, je suis restée à 3. Bon. Bah non, mais c'est du féminisme universaliste. C'est une girl boss. Non. Toi, girl boss. Un autre Twitch, un autre jour. Mais non, c'était une discussion intéressante, comme elle nous l'a dit à la fin du Twitch, au moment de son départ. C'était aussi un échange intéressant entre féministes, une discussion intergénérationnelle. Voilà, c'est le petit mot qu'elle nous a glissé. Et effectivement, oui, je pense qu'on n'est pas sur des lignes. On est sur des lignes différentes. Je pense qu'on se rejoint sur certaines thématiques, sur d'autres on l'est moins. Voilà. Moi, Mais qu'est-ce qui. T'as mis 3 quand même. Mais j'ai mis Donc, 3. Mais c'est pas si dur 3 sur 5 en vrai. Oui, mais t'as quand même enlevé 2 points. Explique pourquoi. Bah non, mais sur la Elle question. n'est pas d'accord avec toi. Ah non, bah non. Ça, je m'en fous. Non, je trouve que sur l'affaire Gérard, je l'ai trouvé. Elle Pas- a pirouetté, quoi. Oui, voilà, c'était la Zumba. Tribunal médiatique, c'était sur mon bingo. Donc Ouais. on l'a eu. C'était intéressant qu'elle assume que le terme hystérie est très connoté parce qu'elle a Bien dit sûr. je suis pas sûre d'avoir utilisé le terme hystérie Mais pourtant, elle l'a médiatique, utilisé. et j'évite de l'utiliser parce que je suis féministe. Et alors c'est paradoxal parce que si vous l'avez cité, c'est qu'elle l'a utilisé. Et en même temps, je pense que c'est rare d'avoir une candidate à la présidentielle qui assume l'historique sexiste du mot hystérie et qui Oui. en parle. Enfin, Pécresse l'a fait aussi là récemment. Mais enfin, je sais pas, c'est rare que j'entende une personne d'une telle ampleur médiatique dire j'utilise pas le mot hystérie parce que franchement l'histoire est bof. Après, malheureusement, Ouais. elle l'a utilisé donc bon. Elle a été droit dans ses bottes. Il faut quand même reconnaître que Bien sûr. sur tout Oui, ces elle s'est pas thématiques, dégonflée. sur... Oui, c'est assez carré. Enfin, tu vois, quand on est rebondi sur le travail du sexe, tu vois, elle a été carrée. Genre, ok, vous bossez avec Acceptes, mais en même temps, vous êtes abolitionniste. Acceptez pour les gens qui connaissent Oui, pas. Acceptes, c'est une association, donc Anne Hidalgo a mentionné, c'est une association parisienne qui vient en aide et qui accompagne c'est une association par et pour, hein, donc voilà, c'est pas un truc en mode genre des humanitaires qui viennent aider les En mode travailleurs du touche sexe. pas à mon pote. Voilà, c'est vraiment voilà, une asso par et pour de femmes travailleuses du sexe qui sont pour la plupart trans et migrantes. Donc voilà, on est sur vraiment de l'accompagnement en termes de santé, de démarches administratives, etc. Voilà, de l'accompagnement global. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des liens entre cet asso et la mairie, justement avec une mise à disposition d'un local. Enfin voilà, il y a des liens étroits depuis très longtemps. Et c'est intéressant qu'elle le mentionne, mais voilà, elle on est quand même assumait sur... sa ligne. Elle a Complètement. dit « je suis abolitionniste ». Elle a vraiment employé... Enfin, là où la semaine dernière, Nathalie Arthaud a... Ça louvoyait. Oulala, c'était trop... Oui. Hidalgo a assumé une ligne où T'es d'accord ou enfin, t'es pas d'accord, ouais, mais je suis même plutôt pas d'accord, mais au moins les choses étaient dites et je trouve que C'était carré dans c'est sa ce tête, qu'on en fait, attend. ça se voyait. Et donc, puis c'est ce qu'on attend d'un politique, c'est on lui pose ouais. des questions. Sur ce sujet-là, elle a répondu. Sur d'autres, c'était beaucoup moins clair, mais sur ce sujet-là, elle avait des réponses claires, précises, et on voyait qu'elle était assez à l'aise. Je suis d'accord avec toi. Oui, et comme on l'a dit, je crois que c'est toi qui l'as dit, c'est une ligne de fracture, même chez les féministes, la Oui, question du complètement. travail du Bah, sexe. ouais. Travail du Et, sexe et voile, c'est vraiment. Voilà, c'est toujours les choses qui divisent très fort. Et du coup, même sur le chat, on voyait qu'il y avait des gens qui disaient on marchande pas l'intime, c'est pas du travail du sexe, c'est de l'exploitation. Et des gens qui disaient c'est un travail. Et elle-même a parlé de la traite, etc. Ouais. Donc voilà, on est sur des termes. Enfin, l'emploi des termes révèle aussi quelque chose par rapport à ton positionnement. Donc voilà. Après, moi, je lui ai mis 3 parce que, pareil, respect... Et demi. 3,5. Ah oui, tiens donc. J'ai mis 3,5 effectivement parce que je trouve que voilà, respect sur son histoire avec le féminisme. J'ai bien aimé le côté. Moi, j'aime bien quand les meufs qui te disent moi en 1975 j'étais là et tout. J'aime bien qu'elle, tu vois, elle raconte un peu. J'étais mes livres dans une librairie à Lyon, c'était cool. Ouais. Merci. Et pas sur Amazon comme vous. Non, mais on a connu plus engagés quand même. Non, mais une librairie féministe. Super, le grand soir a commencé. Non, mais voilà, j'ai bien aimé cette partie-là. En revanche, on n'en a pas parlé, mais moi, je trouve, et je pense qu'elle l'a quand même expertement évité, de parler de sa relation avec notamment des associations afroféministes. Elle a parlé d'intersectionnalité sur la fin et de dire que c'était important de parler des différentes formes d'oppression auxquelles on
pouvait faire face quand on était une femme noire, trans. Elle a bien compris l'intersectionnalité. Elle a nous a compris, bien elle nous dit a donné qu'elle la avait bien def, compris. voilà. Tu sens que déjà elle a lâché le mot, elle était là. C'est pas elle qui vont le dire, c'est moi qui vais lâcher la intersectionnalité. Ça part. Mais par contre, effectivement, dans les actes, moi, j'ai été en 2017 avec le festival Moissy, quand elle a accusé le festival d'être un truc anti-blanc. Enfin, clairement, j'étais là, genre Pour le waouh, contexte, c'était un festival en non-mixité. un festival parce que moi, je sais- afroféministe en non-mixité sur certains ateliers C'était seulement. Il y seulement avait des certains ateliers où, en gros, on disait, en fait, c'est réservé aux femmes noires pour qu'elles puissent, entre elles, discuter des oppressions qu'elles vivent en tant que femmes noires. Ce qui est un C'était outil des militant ateliers, très répandu, la Des ateliers non-mixité dans des choisie. lieux privés, en Dans- plus. dans Donc, des c'était lieux pas privés. des lieux de la mairie. C'était pas un local de la mairie du 5e, quoi. Si vous tu vois. avez cette idée d'un replacer festival tout. géant avec une arche en ballon qui dit ouvert à tout le monde sauf à vous, c'est pas vraiment ça la C'était pas non-mixité ça. Et en généralement. fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement, il y avait ça, mais en plus, derrière, il y a eu tout un truc de c'est un festival interdit aux Blancs. Donc, tout de suite, Ah oui, on s'est c'était senti la grande visé. période délire interdit aux blancs. en Voilà, plus. on s'est Oh là là. senti visé, alors qu'on parlait d'un truc réservé aux femmes noires. Donc, en fait, les hommes asiatiques, les hommes arabes, non plus, n'auraient pas pu rentrer. Mais c'était un festival interdit aux blancs, donc la presse de droite en a fait des choux gras et tout. Et elle a pris la parole en disant oui, je vais voir ce que c'est ce truc, c'est inacceptable. Et du coup, moi, c'est vrai que en tant que féministe raciste, j'étais là, genre, mais. Enfin, elle est censée comprendre, tu vois, elle a une histoire de féminisme, elle nous parle d'intersectionnalité. Donc là, on n'a pas ramené ça. Puis bon, au bout d'un moment, je sais qu'il faut que je lâche un peu mes grudges. C'était 2017, mais quand même, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc c'est aussi pour ça que j'ai enlevé un point. Et l'autre demi-point, eh bien, il est J'aime bien parti. comme tu peux justifier chaque point, il est parti où t'es là. Je me souviens. Tu t'as -1, -2, Moins un, -1 quart de Tu prends des notes pendant genre. Moi, j'ai pas cette capacité de. Un demi-point. Non, mais voilà, moi, c'est vraiment des choses comme ça. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui est assez assise solidement sur son féminisme, qui est assez carré, mais après, il y a la théorie, les discours, et il y a les actes, quoi. Et quand dans les actes, on arrive à dire des trucs comme ça, tu vois, moi, l'hystérie généralisée, ou je défends mon pote, tu vois. Voilà, tu dis que t'es féministe, tu parles de l'histoire du féminisme et tout, mais derrière, quand on t'attend sur les actes, il y a son père, tu vois. Enfin, moi, ça me... Voilà. Le symbole D'où ma Girard, note. il reste quand même... Oui, Girard, on l'a en travers de la gorge. Vous êtes un poil moins généreuse que le chat, qui est à 4 sur 5 en moyenne. Enfin, c'est la note la plus élevée. Mais voilà, vous n'êtes pas très très loin. On n'a pas un 5 sur 5 et on n'a pas de 0 sur 5 en termes de rapport au féminisme. Ce qui n'est pas forcément surprenant pour une candidate socialiste qui est une femme. Bon, on s'attend à un féminisme peut-être pas aussi radical ou moderne ou intersectionnel que ce qu'on imagine, mais on est plutôt dans les clous. Alors, le deuxième critère sur lequel on va voter, c'est la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions pour la jeunesse ? Mathieu, t'as fait le blinking white guy. Elle a dit quelque chose, on en a parlé. Elle est venue lui parler de la jeunesse. Les deux questions de la fin en 3 minutes 30. On a même Alix1818 dans le chat qui dit 2 moments très convaincants dans son discours. Ce passage, donc celui, je pense, sur le féminisme, et les mesures sur l'éducation et l'orientation des jeunes. Donc non seulement elle en a parlé, mais il y a des gens qui ont retenu même. Contrairement à toi qui avait rien écouté. Bah oui, Du coup, ils Mathieu écoutent, ne tant va mieux pas s'ils voter ont sur cette retenu. Moi, j'écoutais pas. D'ailleurs, contre utiliser le système de points de l'Eurovision pour l'élection. Peut-être que ça peut mieux marcher que le système actuel. Attends, la remontada. Là, elle est là. Attends. L'Italie. Mais Oh ils étaient derniers. Déjà, c'est un shit show, mais là, ce serait genre... Sauf si Eric Zemmour, il danse et il chante comme à l'Eurovision. Là, ça pourrait peut-être me distraire. Oh Mais non. ça, T'es sûr? Mais si. Est-ce que vous voir ça Non, mais justement, je visualise beaucoup trop bien. Je sais pas, Eric Zemmour qui danse, ça m'angoisse. C'est horrible dans ma tête. J'imagine un Ok. putain avec des grelots. La jeunesse. Oui, pardon. Donc c'était quoi ? C'était qu'est-ce qu'elle nous a dit Suppression de Parcoursup, Parcoursup la dotation de 5 000 €. 5 000 €. Elle a dit le un autre minimum truc. jeunesse. Ouais, le minimum jeunesse. Donc c'est quoi ? C'est un genre de revenu universel de la jeunesse, c'est ça ? J'ai pas tout compris non plus, comme toi, Mathieu. Espèce de RSA. C'est en plus des bourses, ça c'est clair. Oui, c'est en plus des bourses. Je me souviens parce que j'étais là. En plus des bourses, Oui. c'est bien. C'est un espèce de RSA jeune. Ok. C'est bon, vous avez voté ? Le chat ? Vous êtes en Le chat, ouais, le temps que vous expliquiez vos votes, le chat aura fini de voter. Allez. 1, 2, Oh là là, on a presque fait un perfect. Un bel mais ensemble. 3, 4, 4. Mathieu, pourquoi t'as mis 3 ?
Parce que en fait, elle est sur le classic shit du PS, qui depuis 40 ans nous propose à peu près la même chose, qui une fois au pouvoir, quand ça arrive, pas si souvent, ne le fait pas. Je trouve que Hidalgo, elle est rentrée en campagne en disant qu'elle allait doubler le salaire des profs. Bon, ça s'est perdu en route. Et ensuite, elle est revenue vraiment au programme du PS historique. Il est ni bien ni pas bien, il est 3 sur 5, c'est-à-dire, bon, sur le papier, pourquoi pas, c'est déjà ce que nous a vendu François Hollande. Mais pourquoi ils le font pas une fois qu'ils sont au pouvoir? Ils fatiguent Parce que quand ça a même. l'air bien quand même. Enfin, je veux dire, ça pourrait être, honnêtement, ça Ce pourrait être serait bien, en fait. vachement mieux. Franchement, j'en Non, suis mais convaincue. le PS en campagne, Mais- tu dis c'est pas si mal, et puis le PS au pouvoir, tu Tu dis... fais, ah, Bon, C'est- ouais. encore fait. Moi, l'image que j'ai gardée de François Hollande au pouvoir, c'est vraiment cette espèce de conférence qu'il avait fait. Où il pleuvait et il tenait son parapluie en Miskin parlant. J'étais là, c'est vraiment le symbole de cette présidence, quoi. C'est la dette. Non, mais c'est-à-dire que, bon, oui, Parcoursup, alors Macron a fait Parcoursup, on va défaire Parcoursup, Ça fait joli. ça fait joli. Je suis assez... Tout le monde, il y a quasi consensus, même presque En Marche, pour dire que Parcoursup, ça marche pas bien. En fait, Parcoursup, même c'est une Blanquer a intelligence dit que- artificielle qui choisit où tu vas après le bac, quoi, en gros, c'est ça? Ouais, c'est pas ça, mais c'est un système de points. C'est comme dans Matrix. C'est un système de points pour l'orientation, et donc ça déshumanise totalement C'est les Alexa choses. qui choisit où tu vas. Et en fait, il n'y a pas de mesure forte, il n'y a pas de proposition forte, et il n'y a pas de vision de société là-dedans. C'est-à-dire qu'elle dit, bah alors, l'outil pour choisir l'orientation, il marche pas bien, on va le changer. Hop, on bricole, on tourne la vis 2 crans à gauche. C'est Les réformiste, hein. revenus, les jeunes, ils manquent un peu de revenus, toc, 2 crans. Mais quelle vision de société, quelle réforme structurelle vous allez faire, quel changement de l'université vous nous proposez, quel changement profond de l'éducation pour casser les inégalités vous nous proposez? Rien. C'est pas dans son programme. Très C'est clairement. pas, en tout cas, elle l'a pas évoqué. Donc c'est pas mal. Mais c'est la Mais- posture de la gauche de gouvernement qui est une posture réformiste, qui est genre on va pas tout casser. Tu vois, autant Nathalie Arthaud, elle te disait on va faire la révolution, grève, machin. Elle, c'est. Enfin, la gauche de pouvoir, c'est non, on va bricoler ce qui fonctionne pas bien. On va dire, oh là là, c'est pas bien, la droite, ils ont mis ça. Bon, on va quand même le garder, on va juste le bricoler, tu vois. Cette gauche de pouvoir. Enfin, en tout cas, elle, je sais pas si c'est immuable, s'il faut. Je sais pas, je le disais en rigolant tout à l'heure, Mitterrand, il est arrivé au pouvoir, il a augmenté le SMIC, il a rajouté une 5e semaine de congé payé. Je suis La pas en train nostalgie de- Mitterrand chez Mathieu Bollard, c'est. Qui ne l'a pas connu, rappelons-le. C'est peut-être pour ça Et surtout, qu'on a une je suis pas nostalgie. à- C'est parce C'était que- Je suis pas un Mitterrandolâtre, mais je veux juste dire qu'il y a. Ah là là, les secrets se révèlent, quoi. Mais je trouve juste que. D'ailleurs, on parlait hier avec des amis à la maison, on parlait de la quéquette à Mitterrand. Vous connaissez ce truc? Bah, On la disait- quéquette à Jacques Chirac, non? Oui. Quoi Ah bah voilà, on parlait des Est-ce que générations. ça change de... Ça change de. Il y a Maintenant, Maëlle ils disent là. la quéquette à Macron. Maëlle tu est là, vois. vous faites tous un AVC, qu'est-ce qui se passe? Ils disent la quéquette à Macron maintenant. Tu fais comme ça, et en fait, tu fais. C'est quoi? En fait, tu sais, tu mets C'est un ton jeu des doigt, cours de récré. D'accord, ça je vois le jeu, mais Voilà. alors je savais pas et que ça tu avait fais, ce c'est nom. quoi la quéquette à machin. Et nous, quand on était petits, on disait la quéquette à Mitterrand. Après, ils ont fait la quéquette à Sarkozy. Quéquette à Chirac, La quéquette à à Chirac. Sarkozy, et maintenant c'est la quéquette à Macron. Ça se transmet de président en président. Alors, Je j'ai vous mets dans jeu, le chat le mais lien j'ai de pas la quéquette à Jacques politisation Chirac. du jeu, du coup. J'ai vraiment, moi, ce jeu était dépolitisé. Et en plus- c'était la quéquette à. C'est un jeu hyper patriarcal parce que le jour où t'as une présidente, tu fais quoi? C'est vrai. La Peut-être que c'est à cause de ce jeu qu'on n'a jamais eu de Mais président. c'est si répandu que ça. uniquement. Moi, j'ai jamais joué à la T'as jamais quéquette à joué rien, Même pas la dé- quéquette à Mitterrand? mais même pas dépolitisé. Le principe du jeu, c'est limité, non? Tu sais, quand t'es gamin, tu t'amuses de pas grand-chose. Hein. Oui, oui. Mais mais Oui, c'est bon. Pardon, j'ai cassé le jeu. Trop suspicieuse, Mais quoi. ce Mais sera quoi? c'est Mais on de la gagne merde, ce ce jeu, en il y a fait. des points ou comment ça se passe? Pardon. Donc le chat a voté pour la jeunesse? Oui, ils sont à 3 en moyenne, donc ils sont un peu moins généreux que vous cette fois-ci. Comment on est venu parler de la quéquette à. Je ne sais pas. D'accord. Mitterrand. C'était la Mitterrandolatrie de Mathieu, Ah oui, bien c'est sûr, ça. qui nous a fait des rails. Cela dit, il y a un 3, ce qui est une note mid-tier, et les réactions sont mid-tier, mais ça rejoint ce que vous dites, c'est... Il y a Neoxus qui dit... alors, c'est positif, parce que Neoxus dit, à la base, quand on la laisse parler, Anne Hidalgo, en fait, je la trouve intéressante et vraiment solide. C'est vraiment triste qu'elle soit si inaudible, mais qui dit ensuite, je dois avouer que je voterai plus à gauche, mais je dois avouer qu'elle fait une bonne candidate social-démocrate. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, bah ouais, bah finalement, c'est le PS, quoi. Et je pense que ça rejoint un peu, voilà, il y a un petit côté démago, et ça rejoint ce que vous disiez sur, bah, c'est la gauche de pouvoir... le PS qui n'est pas là pour révolutionner la société à grands coups de doc, mais qui du coup propose des choses
d'accompagnement vers une évolution de la société un peu plus long terme, on va dire. Et d'ailleurs, l'un des mots de sa campagne, c'est la réconciliation. C'est-à-dire qu'elle promet pas le changement, elle promet De réunir les Français. l'apaisement, le où Mais on non, va se on calmer veut le tout jeu. casser, nous. Non, mais ouais. Dans le chat, Charles dit il y a des femmes qui ont des quéquettes et des hommes qui ont des chattes. C'est tout à fait vrai. Ceci dit, on parlait des présidents et effectivement, pour l'instant, on est juste sur des hommes cis, quoi. Donc voilà. Oui. Voilà. Le dernier point, je sais pas pourquoi j'ai encore mis ça, mais j'ai encore mis écologie et on n'a encore rien demandé sur l'écologie, alors que pourtant c'était un truc important de son programme où elle en parlait beaucoup. Peut-être que c'est nous qui nous en Ça foutons. glousse, ça bâche, je sais pas Pourquoi ce qui vous s'est passé. gloussez? Parce que Mathieu a attendu qu'il n'y ait plus la cam sur lui pour enlever son pull au cas où. Vous connaissez la malédiction du t-shirt qui part avec le pull et on est là, on est sur Twitch, vous Et comme êtes je crève de 488. chaud, depuis tout à l'heure, je suis là, putain, mais quand Putain, mais t'as est-ce que je t'as dégage un t-shirt street press corpo et tout. hein. Grave. Ouais, Ah là là. j'aimerais vous dire que je l'ai fait exprès, mais Mais non. C'était le seul. Voilà. Donc je vous propose qu'on parle encore une fois pas d'écologie parce qu'on n'a pas interrogé cette candidate sur l'écologie, sur son programme écologie. Donc on avait voulu le faire, mais ça a été coupé au montage. oui, Enfin, parlons peut-être plutôt de l'argent, de l'économie. On lui met une note sur son programme d'économie parce qu'elle a quand même évoqué certains trucs, le SMIC avec 1400 €, la succession. Maëlle, je te vois des... Non, Oui, il y avait cette Déjà, histoire de juste ma tête, succession, juste ma tête. Succession, climat, machin. Attends, je vais son retrouver. ISF sur le climat, qu'est-ce qu'il y a le truc des jeunes, enfin au final. L'ISF climat et biodiversité, Ah oui. et on a parlé de l'impôt sur les successions et de finalement à qui ça s'adresse, puisque la majorité des Français ne sont pas concernés par les bails de succession. Donc elle, sa logique, c'était justement, c'est bien une mesure qui va n'embêter et ne toucher que les plus aisés, puisque les moins aisés et les classes moyennes ne sont pas concernés, puisque c'est au-delà de 300 000 € de succession, je sais pas quoi. C'est entre 300 000 et Donc en effet, a priori, les personnes précaires vont pas être touchées, mais du coup, c'est une mesure qui ne s'adresse pas du tout à elles. Quoi ? Toute personne ayant Je t'ai vu mettre peut-être... ta note comme ça, genre. Ah ok. J'ai fait ma virgule avec des amusements. Mais elle l'aura pas ce demi-point, elle l'aura pas. Elle ne mérite pas. Est-ce que tu vas pouvoir argumenter sur chaque demi-point perdu, toi aussi? Non, je laisse ça à Mélanie. Toi, Moi, t'es je just fais pas ça, vibing. moi. T'es en mode, je prends les feelings, tu vois. C'est l'univers qui me parle, ça part. Ok, Bon. le chat est en train de voter, du coup, Allez, pour l'économie. c'est En parti. attendant... 1, 2, 3. Ouais, c'est bien ce que Oh j'avais là là, Moi, c'est vraiment. on a une montée en sévérité. Je vous propose qu'on fasse 3, 2,5 et 2. On va vers la violence. Bah, moi j'ai mis 3 parce que mine de rien elle m'a un peu rabaissé mon caquet sur la succession, même si au final je suis toujours pas tout à fait d'accord et je pense toujours que donner, que défiscaliser pour 95% des gens qui ont des successions, tu défiscalises quand même pour des gens qui ont 300 000 € à transmettre. Enfin, voilà. J'ai du mal à comprendre. millions. comment elle- Non, mais c'est du foutage de gueule dans les grandes largeurs. Elle t'a mais voilà. retourné le cerveau, c'est incroyable. Et voilà. Dès le début, elle t'avait. Ah non. T'es en mode, oh. Si toi t'es là. Pas l'erreur est humaine. J'ai mal compris. En plus, l'économie, mon gars. Tu sais, j'ai relu pendant qu'elle parlait, je relisais le programme, je me disais mais non, mais j'ai bien lu ce qu'elle a écrit, c'est pas ça et tout. Et donc ouais, 3 parce que retournage de cerveau, c'est pas sympa et je trouve toujours que c'est un truc pour les riches. Voilà. C'est qui a mis 2,5? Maëlle. Ouais, je suis vraiment mais sur ce truc, j'étais pas convaincue de base et vraiment le je te suis là-dessus, je suis pas mais je te suis mais en pire, en plus sévère. T'enlèves un demi-point au C'est ça. passage quoi. Ok. Ouais, non, ça m'a pas. Mathieu. Mais en fait, je trouve que là-dessus, c'est vraiment le seul moment peut-être dans cette émission où elle s'est littéralement foutue de notre gueule. C'est-à-dire que elle nous fait croire, elle tente de nous faire croire, et c'est pas la première fois qu'elle le fait, elle l'a déjà fait, je crois, au micro de France Inter sur le même sujet. Elle dit « Je vais baisser les impôts sur la tranche allant jusqu'à 2 millions, c'est une mesure sociale. » C'est-à-dire qu'elle nous dit que les gens qui ont un patrimoine entre 300 000 et 2 millions d'euros... Relatable. des- Dans chacun, non. Moi, j'ai évidemment 300 000 balles qui traînent. Mimi Non, mais Hegel 300 000 balles, en Google. 300 000 balles Levez-vous encore. tôt, je sais pas. Non mais 300 000 balles en patrimoine à la fin de ta vie, je veux bien. Oui. 2 millions d'euros. Non mais ça C'est-à-dire, dit aussi... Juste là, quoi. Ceci dit, il suffit d'avoir 2 apparts à Paris et c'est jouable, Mais 2 oui, millions d'euros. Il suffit. Si t'as 2 parents qui chacun te lèguent 1 million, quand on veut, on peut, s'il vous plaît. Non mais en fait, ça dit beaucoup de ce qu'est sociologiquement aujourd'hui Anne Hidalgo, maire de Paris, une ville où le mètre carré est à 10 000 balles, où elle considère que jusqu'à 2 millions de patrimoine, T'es classe moyenne. t'es une bonne classe moyenne. Les fameux CSP+, la bonne classe moyenne. Les vrais riches.
Mais en fait, non. Et donc, elle présente ça comme une mesure sociale, alors que l'héritage, c'est vraiment ce qui génère les inégalités sociales. C'est-à-dire que vous commencez dans la vie, il y en a qui ont 0, ils ont grandi, ils ont vécu en logement social toute leur vie, ils n'ont pas de patrimoine, ils ont dépensé l'argent qu'ils gagnaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi épargner. Et en face, des gens qui ont de l'argent, du patrimoine, une résidence principale et une petite résidence secondaire. Tout ça jusqu'à 2 millions d'euros. La question, c'est pas de dire grand bien leur face s'ils ont une résidence secondaire, mais la transmission de ça, c'est de graver dans le marbre ces inégalités et les rendre héréditaires comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire, on a un patrimoine, on a des inégalités, on ne naît pas avec le même niveau. Et elle, en abaissant ça jusqu'à 2 millions, elle élargit l'assiette des gens qui bénéficieront de cette transmission et de ce côté, cette richesse héréditaire. Et ça, je trouve ça, mais c'est complètement une mesure de droite. C'est même pas gauche de gouvernement, on l'appelle comme on veut. Que dalle, ça, c'est une mesure de droite. C'est une vraie question parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, par exemple, je pense aussi pas mal aux gens qui sont transfuges de classe, tu vois, qui sont partis effectivement peut-être où il n'y avait pas de patrimoine, tu vois, ils ont fait des études et en fait, moi, je me reconnais un peu dans ça et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là, qui se disent, bah, tu vois, moi, j'ai galéré, j'ai quand même envie peut-être que mes enfants ils puissent avoir un petit truc de départ, mais en fait, au final, je suis assez d'accord sur le fait que, mine de rien, ça reproduit des inégalités. Puis entre un petit truc et 2 millions, oui. Il y a une petite marge et oui. On transmet bien plus qu'un patrimoine physique. On transmet une éducation, Et déjà, il y a des inégalités sociales. On sait bien qu'il y a une reproduction sociale. Toutes les études sociologiques le montrent. Vous êtes fils de cadre, de prof, etc. Vous allez statistiquement faire des études et finir cadre ou prof. Donc en fait, quand soi-même, je ne suis pas un transfuse de classe, je suis pas en train de se mettre dans cette posture-là. Je suis plutôt je suis un fils de cadre et qui suis moi-même cadre. Et en fait, j'ai bénéficié de ça et on bénéficie déjà de ça. Et en fait, le patrimoine, c'est encore en rajouter une couche déjà à cette inégalité qui est structurelle. Mais là où il y a une inégalité où il faut réussir à ce que un maximum de gens aient accès aux études supérieures, à l'éducation, à un parcours de vie qui sortent les gens de la difficulté, on n'a pas à sceller dans le marbre le patrimoine, la possession physique. Et nous vendre ça comme une mesure de gauche, alors ça, c'est moi, c'est surtout ça. À la limite, assume que ton truc, bah voilà, c'est un truc pour les riches, tu vois. Dis pas, mais non, mais ça va bénéficier aux ménages les plus... Non, ça va rien oui, c'est ça, c'est qu'elle le tourne en... Les vrais aisés seront les seuls impactés par cette mesure, mais elle dit aussi, en vrai, on va baisser les impôts pour des gens qui ont déjà 1 million d'euros de patrimoine à léguer à leurs enfants. T'es là... Peut-être les impôts, du coup, ça va. Éventuellement, ils pourraient les payer. Elle sait lire une étude pour savoir qui vote pour elle aussi. Oui. Est-ce qu'on passerait pas à la question qu'on n'a pas osé poser car il est 22h04 ? Juste sur la question économie, du coup, le chat était un poil plus généreux que vous, puisqu'il était en majorité à 44%. Mais on a eu presque autant de gens qui ont voté à 1 que... Ah non, pardon. Le 3 sur 5 était la note majoritaire, mais on a eu presque autant de gens qui ont voté pour 1. Ce qui est vraiment genre... Donc les gens ont dit non. Ça, c'est encore les gauchos du chat, à mon avis, qui sont là, c'est de droite. Ok. La question qu'on n'a pas osé poser. Parce que du coup, on l'a un peu abordé sur la fin. Mais le sujet qui fâche, c'est que, ok, elle a ses 500 signatures, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent voter pour elle. Mediapart parle de Titanic, de naufrage de campagne, en évoquant le fait que ces meetings, ils sont à moitié pleins ou à moitié vides, selon où on se place. Que sur une salle de 3000 personnes, elle peine à en mettre 1500. Et qu'au sein de son équipe, même les gens se disent bon, en fait, on sait très bien qu'elle ne sera pas élue, mais on est là quand même pour porter les idées du PS, quoi. Moi, les bruits de couloir me disent qu'au PS, on ne veut pas louer des trop grandes salles pour pas creuser le budget au cas où elle ne ferait pas 5% quand même. Hein. Sachant que c'est pragmatique, si on ne fait pas 5%, peut-être que tout le monde le sait dans le chat, mais je préfère le rappeler, si on ne fait pas 5%, nos frais de campagne ne sont pas remboursés. Oui, c'est un des intérêts de cette histoire de parrainage. Mais une des premières questions qui est arrivée dans le chat, mais on n'a pas pu l'amener parce que je pense qu'en fait, on aurait fait 1 heure là-dessus, tellement c'est un débat démocratique qui va bien au-delà de Anne Hidalgo elle-même, c'est
au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas une décorrélation entre les parrainages des maires et les intentions de vote ? Enfin voilà, on a Anne Hidalgo qui a beaucoup de parrainages, bien plus que ce dont elle a besoin, parce qu'elle représente le Parti Socialiste, qui est un parti historique, mais qui est crédité avec peu d'intentions de vote. De l'autre, on a des personnalités, qu'on adhère ou pas à leurs idées, qui semblent avoir plus de soutien dans la population, mais qui ont moins de parrainage de maire. On avait Nathalie Arthaud la semaine dernière qui nous expliquait, en fait, moi, je vais jamais être élue, c'est pas mon combat, genre, je sais que c'est pas sur la table, mais j'ai des parrainages, déjà, je les ai, parce qu'en fait, il y a assez de maires qui jugent qu'il faut que la voix ouvrière, elle se fasse entendre dans une élection. Donc, je pense qu'il y a cette question de, est-ce que ça a encore du sens, ce système de parrainage ? Moi, personnellement, je trouve qu'il en a, mais je comprends le truc de, au bout d'un moment, s'il y a une telle dichotomie entre des gens qui sont considérés comme présidentiables, qui ont besoin de sans ces parrainages, littéralement, ils peuvent pas être candidats, et les intentions de vote où c'est ok, mais du coup, est-ce que les maires, ils donnent pas leur parrainage à des gens qui ne correspondent pas aux attentes de la population ? Alors à la fin, elle a tenté de dire oui, ne vous laissez pas avoir par les sondages, mais là, c'est pas juste les sondages. Enfin, je pense qu'on est journalistes, on a tous quand même. Oui, elle a suivi, parlé des sondages, de la manière dont ils sont faits. Enfin voilà. Mais en petite phrase un peu genre théorie du, pas théorie du complot, mais public. Intéressez-vous à la manière dont sont faits les sondages. On verra quand même combien elle fera au premier tour. On verra si c'était les sondages ou si c'était vraiment un vrai truc. Moi, je. Après, elle peut aussi twister le truc en disant que les sondages provoquent de toute manière une défection mathématiquement, etc. Il était donné à Comment plus Benoît Hamon que ce qu'il a fait, dans mon souvenir. Il a fait 6%, je crois qu'il était quand même donné à 10. Ça dépend des moments, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des dynamiques. À l'approche de l'élection, on sait que le nombre de gens qui se disent qu'ils vont voter s'élargit quand même, ce qui profite généralement plutôt aux candidats les plus radicaux, parce que les gens qui sont plutôt qui hésitent entre voter et s'abstenir sont plutôt des gens qui vont voter Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour aujourd'hui, que des gens qui vont se dire j'hésitais à voter, mais maintenant que je me suis décidé, je vais voter pour de l'eau tiède. Donc, donc la dynamique se fait comme ça, et ensuite il y a ce qui est effectivement une dynamique liée au sondage, c'est la prime au premier, à celui qui est en tête au sein de son espace politique. C'est-à-dire qu'on a eu, pour ceux qui votaient il y a 5 ans, il y avait ce débat. Bon, je suis de gauche, alors est-ce que je vais voter pour machin qui est mon candidat un peu de cœur, ou je vais voter pour, à l'époque c'était Mélenchon, qui était en tête de la gauche, en se disant « Ah, si on s'y met tous, il y sera peut-être ». Et à partir du moment où un candidat au sein d'un espace politique arrive à créer l'idée qu'il peut y arriver, il peut être au second tour, il y a une dynamique qui se crée autour de lui. C'est pour ça que Mélenchon passe son temps à dire « Le vote utile, c'est moi ». Hidalgo dit « Ouais, le vote utile, c'est dégueulasse ». Il y a eu combien de fois où c'était l'inverse, où Mélenchon disait « Ouais, le vote utile, c'est du chantage, nanana ». Et puis le PS qui disait « Oh, le vote utile, c'est nous hein ». Mais vraie question, est-ce que vous pensez que ça tient au fait que c'est une femme aussi ? Et c'est une question qui est arrivée sur le chat tout de suite, c'était des questions sur... C'est une rose du Parti Socialiste. Mais enfin, la rose socialiste. C'est un petit muffin. Avec une tige. En fait, les premières questions qui sont arrivées sur le chat, mais on les a pas amenées pour des raisons que je vais vous expliquer tout de suite, c'était des questions sur être une femme dans cette campagne, est-ce qu'elle est traitée différemment, est-ce que voilà, elle est La pas... réponse est oui. Voilà, est-ce qu'elle est pas plus clairement. maltraitée que d'autres candidats ? C'est pas forcément elle qui peut y répondre de manière la plus pertinente. Voilà, enfin, voilà et Ezok, qui est modo sur le chat, l'a très bien expliqué à la personne qui posait la question, qui pensait pas à mal, en disant, en fait, les femmes candidates, on leur demande tout le temps, c'est quoi d'être une femme ? On leur parle tout le temps de être une femme, être une femme, être une femme. Là, l'idée, c'est de parler de ses idées, son programme, enfin de lui parler comme à une personnalité politique de premier plan. Donc effectivement, on n'est pas là pour faire... En fait, toutes les femmes qu'on va avoir, si on faisait qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans la campagne présidentielle, on pourrait faire 1h30 dessus. Et puis il y en aurait qui répondrait pour de vrai, puis il y en aurait qui diraient oui, qui se victimiseraient alors qu'elles-mêmes sont... Mais du coup, est-ce que cet éclatement de la gauche, est-ce qu'il tient, à votre avis, et j'ai pas la réponse personnellement, au fait que peut-être il y a des mecs pour qui c'est compliqué de se rallier à une meuf et de dire je vais céder ma place entre guillemets et je vais dire à mes partisans elle s'est fait atomiser en 2007 notamment pour voilà. ça. Le parti était là en mode en fait non, on la lâche, on veut pas. Et du coup, ils ont bousillé ses chances à côté de Sarkozy pour rien. Ça me semble plus vrai sur Ségolène Royal à l'époque, qui était dans une dynamique forte quand même. Ouais. Elle aurait pu gagner. Anne Hidalgo, aujourd'hui, la dynamique de ralliement, c'est pas seulement parce que c'est une femme que les autres se rallient pas à Anne Hidalgo et c'est 4%. Enfin, je ne vais pas passer mansplainer le sujet. Oui, et on sait que... Tu vois, et si t'avais une meuf qui se comportait comme Mélenchon, tu vois, avec ce côté très...
Ah bah là, bien sûr. Elle se ferait démonter, quoi. Mais c'est certain. Bah, Je doute pas du tout de ça. J'attends une meuf avec la grande gueule de Mélenchon à qui on laisse la place. République, c'est moi. Voilà, c'est ce bravado là. Franchement, j'attends. Et bon, c'était pas un mauvais moment avec Hidalgo, mais c'est pas elle pousse pas des gueulantes à la Mélenchon non plus, quoi. C'est pas ce genre de personnalité politique, en tout cas pas ce soir sur notre live. Oui, puis je sais pas si c'est ce dont on a besoin. Je sais pas. Moi, cette élection, elle me déprime un peu. Hein. C'est aussi pour ça que je bois ma bière silencieusement. C'est pour ça qu'on fait des lives bonne humeur avec vous, c'est parce qu'on est tous et toutes déprimés. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a 100 personnes de plus sur le débrief que sur le live. Les gens disent « Oh, Hidalgo, elle nous broute. Par contre, allez écouter les 4 là débriefer et écrire sur des ardoises, c'est top. » J'ai vu que quelqu'un a demandé nos crushs d'extrême droite et sachez que c'est non. Sachez que la réponse est non. La réponse est juste non pour tout le monde. Voilà. On a des principes quand même, merde. Non. Mais on trouvera une question un peu plus rigolote comme ça. D'ailleurs, si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Hein, oui, envoyez-nous vos questions honteuses de la fin qu'on peut se poser à la fin du débrief pour se mettre dans la sauce comme d'habitude en racontant nos vies sur Twitch. Du coup, c'est pourquoi tu es très forte. Moi, je suis là pour avouer mon crush honteux que je ne répéterai pas. Après, tout le monde en parle encore. Allez voir le live sur Nathalie Arthaud de la semaine dernière car il y a des secrets révélés dedans. Et pas que les miens, je dis parce qu'on dit moi, Mimi et tout, mais bon, tout le monde ici a joué le jeu quand même. Hein. Oui, mais tout le monde a rebondi sur ton secret. On n'oublie pas, on vit avec. C'est vraiment Secret Story. Mimi, quel est son secret Comme ça, les gens vont sur les replays, c'est très bien. C'est ça qu'on veut. Ok, du coup, la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver même heure, même endroit. On sera avec Hélène Touy, qui est la candidate à la présidentielle du Parti animaliste. Et j'ai mis « et maire de Paris » dans mes notes. Tout à fait, Mélanie, tout va bien. Elle aussi, c'est fou. Waouh. Il y en a 2. C'est donc ça la sororité. À l'interview, on retrouvera comme d'habitude Maëlle Mathieu, Mimi au chat. Du coup, pour ce soir, on remercie Romane Miloch, je sais jamais dire. Tu me diras, Romane, pour la prochaine fois, je le dirai bien. Romane Miloch à la régie technique, aidée par Arnaud Gélino et Anthony Warner. Au chat et à l'oreillette, Mimi Hegel. Et merci à toute l'équipe de Mademoiselle, notamment à la modération, nos amis solides, comme je les appelle, Chino et Ezoc, qui sont toujours là. Et bien sûr, merci à Humanoïde en général qui nous aide à porter ce projet, sachant que ce soir, ils étaient très très contents, qu'ils nous ont dit prenez des photos. On a pris des photos, vous pourrez les mettre dans la newsletter Corpo, ça sera trop bien. Allez, au top. Voilà. Et ben merci à tous. Merci les viewers et les viewers. À la semaine prochaine. À lundi prochain.